fait mon signe? Ok. Bonjour à tout le monde et bienvenue à la 4e édition de l'apéro de faille. Donc, ça fait partie des initiatives de l'Institut d'écriture actif qui vient d'être inauguré le 8 novembre dernier et en collaboration avec le pôle Innovation Finance qui nous auberge ici au Palais Brongniart. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Ulysse Pavlov et Iakole Asmusu-Genu, CEA et Paris 2 maintenant, qui vont nous parler d'une attaque sur la chaîne d'Ethereum appelée Bouncing Attack, avec, disons, une introduction générale au protocole Ethereum qui va nous permettre de comprendre un tout petit peu comment ils ont réussi à trouver une faille aussi, disons, un remède qu'ils ont essayé de mettre en place pour éviter ce type d'attaque. Donc, j'invite pour la première partie plutôt introductive Iakole. Je te laisse. Merci beaucoup. Et merci beaucoup pour l'invitation pour nous avoir aujourd'hui. Donc moi c'est Iakole Asmusu-Genu. Donc quand on a commencé ce travail avec Ulysse ici présent et Sarah Tucci qui n'a malheureusement pas pu être avec nous ce soir, j'étais aussi encore au CEA. Donc maintenant j'ai un peu changé d'université, mais bon on continue à travailler ensemble. Donc nous sommes ravis d'être là ce soir. La présentation d'aujourd'hui, en tout cas de mon côté, sera un peu générale. Donc on pourra aller peut-être vite sur les protocoles de consensus et vous expliquer un petit peu la preuve d'enjeu, donc la proof of stake. Juste avant peut-être d'aller un peu plus loin, est-ce que tout le monde est à l'aise avec le français? Parfait. Donc ça va être un petit peu une présentation un peu générale et on va ensuite avoir une bonne partie sur la preuve d'enjeu, la proof of stake, expliquant un petit peu les différentes formes que ça peut avoir en gros, et Ulysse après présentera en détail le fonctionnement du protocole preuve d'enjeu d'Ethereum et ensuite parlera de l'attaque qu'on a pu mettre en avant pendant avec ses travaux. Donc, je crois que j'ai pas besoin de vous faire une introduction sur pourquoi est-ce que la blockchain est intéressante, pourquoi est-ce que plein de personnes s'y intéressent, mais j'avais pris un petit peu des points de la Commission européenne ou de JP Morgan qui disaient ils veulent être les leaders de la blockchain. Et donc ça veut dire qu'en tout cas il y a de gros acteurs qui sont très intéressés par cette technologie. C'est une technologie qui peut avoir énormément d'avantages, en tout cas à beaucoup de promesses, comme par exemple la transparence, la traçabilité, la réduction des coûts, et d'une manière un petit peu indirecte aujourd'hui les monnaies numériques des banques centrales. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'euro numérique qui est en cours de préparation, même si ce n'est pas vraiment la technologie blockchain qu'il y aura derrière. Ça a été un petit peu inspiré des blockchains. Il y a le e-yuan qui se fait en Asie. Il y a les États-Unis qui travaillent aussi sur un dollar numérique. Enfin, il y a énormément d'acteurs qui sont intéressés par ces choses-là. Et encore une fois, merci les blockchains. Pour moi, c'est quoi une blockchain? Une blockchain, c'est juste un registre décentralisé qui est résistant à modification. Donc, une fois qu'il y a une information dans la structure, on ne devrait pas pouvoir la modifier. Et qui soit construite de manière uniquement séquentielle. Donc on peut uniquement ajouter des informations à la fin de ce registre. Pourquoi? Parce que si on réussissait à mettre des informations au milieu, en fait c'est comme si on forçait une modification ultime. Donc on va considérer que ce sont ces trois propriétés que nous voulons. Et la blockchain, vous le savez sûrement, ça ressemble à ce que vous avez à l'écran. C'est une chaîne de blocs, d'où le nom, où chaque bloc est lié au précédent par un identifiant unique. Donc par exemple ici vous voyez le bloc 2 est lié au bloc 1 par le hash de ce bloc là. Le hash, si vous n'êtes pas très familier ou familière avec, c'est uniquement une manière de réduire, de signer un petit peu, d'avoir la signature de ce bloc là. Et une petite modification dans le bloc modifiera complètement son haché, le hash. Et donc si on modifie une information, en fait on ne pourra plus avoir ce lien. C'est un petit peu comme ça qu'on garantit la résistance à modification. À l'intérieur de chaque bloc, on peut avoir énormément de choses. Ce n'est pas énormément le but des présentations d'aujourd'hui, mais on peut avoir des transactions. Et ces transactions peuvent être tout et n'importe quoi. Par exemple, des transactions financières dans le cas de Bitcoin, c'est vraiment les classiques, ou des transactions un petit peu plus complexes qu'on appelle des smart contracts, dans le cas des blockchains un peu plus récentes comme Ethereum ou d'autres. Et en général, on demande que la taille des blocs soit limitée, donc on ne peut pas avoir trop d'informations dans un bloc pour des soucis de transmission et compagnie. Et
ces transactions doivent être toujours cohérentes, consistantes avec l'application qui nous intéresse. Si nous faisons une application financière, nous devons avoir que des transactions qui sont dans le vert. Nous ne pouvons pas avoir de défauts dans les paiements. Si on prend une application un peu plus complexe, il faut toujours satisfaire ces garanties. Par exemple, si on prend du notariat, si c'est on transfère des titres de propriété, je ne peux transférer qu'un titre de propriété que je possède. Okay, c'est l'exemple d'application ou de cohérence dont je parle ici. Mais ce qui est important, donc là je vous ai montré un petit peu la structure générale idéale d'une blockchain. Il faut garder en mémoire qu'une blockchain, c'est une structure décentralisée, c'est une structure répartie. En quoi ça consiste? En fait, il n'existe pas une blockchain dans le système. Chaque acteur a une copie locale de la blockchain. Donc, ce qu'on appelle souvent la blockchain locale. Et ça, c'est vraiment un point super important. Et donc là, par exemple, sur l'exemple que je vous montre, nous avons 3 acteurs. Chaque acteur a une version locale de la blockchain. Et ici, nous voyons que tout le monde a exactement la même blockchain. C'est ce que nous voulons avoir. Donc, c'est revenir sur la structure idéale dont je vous parlais là. En vrai, ça correspond un peu plus à ça. Et directement, on peut se dire, mais si chaque personne a une version locale, comment est-ce qu'on rajoute des informations? Comment est-ce qu'on s'assure que en fait, tout est toujours bien? Et c'est là qu'on peut avoir des problèmes et c'est là où les algorithmes de consensus vont venir. Si nous avons une situation comme indiqué là, où nous avons le premier processus et le deuxième processus qui ont des blocs différents, en fait, nous sommes face à une situation un petit peu compliquée parce que le troisième n'a pas forcément une bonne information. Et ça, c'est ce que nous appelons généralement une fourche ou un fork. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Et on représente ça généralement sous cette forme-là. Pourquoi? C'est juste que nous venons de recevoir 2 blocs qui sont censés être rattachés au même bloc. D'accord. Donc vraiment, petit rappel très rapide dessus. Et ça permet aussi de dire qu'ajouter un bloc dans la blockchain n'est pas une tâche si super facile ou en tout cas n'est pas directe. On ne peut pas se dire, vu que nous sommes en face d'une structure décentralisée et répartie, chaque personne n'a pas vraiment le droit de faire comme elle veut. On doit forcément imposer des règles. Et ces règles-là doivent satisfaire certaines conditions. Par exemple, la première, il faut que se mettre d'accord sur le prochain bloc à rajouter soit fait de manière complètement décentralisée. Qu'est-ce que j'entends par là? Nous ne voulons pas qu'une personne définie à l'avance décide de tout. Parce que si c'est le cas, en fait, tout le système est centralisé envers cette personne-là. Okay. Donc, on va leur demander de faire une action, de tout suivre des règles, de tout suivre un algorithme qui devrait permettre d'atteindre cet accord-là. Et ce, en face d'agents possiblement malicieux qui vont peut-être essayer de ne pas ajouter de blocs, de faire ajouter des blocs qui ne respectent pas l'application qui nous intéresse, etc. Okay. Une manière de faire, on peut se dire, vu qu'on ne veut pas qu'il y ait une personne qui ait toujours tous les droits, on peut se dire, est-ce qu'on ne peut pas juste élire une personne de manière aléatoire, donner le droit à cette personne-là. Une fois que la personne rajoute le bloc, on fait un nouveau tirage aléatoire. Et puis on va maintenant, la personne d'après va rajouter le bloc et ainsi de suite. Si nous faisons ça, nous voyons bien intuitivement pourquoi ça devrait marcher. Parce qu'il y aura toujours une personne qui rajoutera un bloc et tout le monde aura toujours le même ordre de blocs. Vous êtes d'accord? Ok, super. En fait, ce n'est pas une très très bonne idée, dans l'absolu. Pourquoi? Parce que, imaginons que nous sélectionnions une personne qui doit ajouter un bloc et que cette personne ne dise plus jamais rien. Imaginez que cette personne n'a plus accès à Internet. Qu'est-ce qui va se passer? En fait, on n'aura jamais de bloc ajouté à la blockchain. Et vu que nous avons besoin de son bloc pour pouvoir élire la personne d'après, nous sommes bloqués. Nous pouvons nous dire, mais et si nous mettons un temps d'attente? En fait, comment est-ce qu'on peut faire confiance en un temps d'attente? Okay. Donc, c'est des questions qui commencent à venir et qui sont vraiment, vraiment importantes et donc qui montrent que juste élire une personne aléatoirement n'est pas forcément la méthode idéale. Pareil, cette personne peut être malicieuse, etc. Donc, nous devons venir avec des mécanismes qui permettent de faire cet accord-là. Et je vais vous en présenter un tout de suite, ce qui ne vient pas de moi, mais je vais d'abord vous présenter les propriétés que nous voulons vraiment un peu plus précisément. Donc la première, c'est que ce soit décentralisé et réparti, c'est ce que je disais. Tout le monde devra suivre le même algorithme de son côté et au final, ça va permettre de résulter en une décision globale. Okay, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que si nous faisons une élection, cette élection doit pouvoir être vérifiable par les autres.
Donc, si je suis élu, il faut que les autres puissent prouver que j'ai vraiment été élu. Je ne peux pas juste dire dans mon coin j'ai été élu parce que je peux mentir. Donc, les autres doivent pouvoir vérifier. Et donc, on doit élire aussi des personnes idéalement temporairement. Donc, par exemple, juste 1 ou 2 blocs. Et puis après, quelqu'un d'autre doit prendre le rôle parce que sinon, on revient dans un système centralisé. Et puis là, il y a des propriétés que je ne vais pas forcément détailler. Nous voulons que ce soit complètement ouvert. Oui. Non, j'y arrive. En fait, là, pour le moment, je donne des propriétés un peu générales qui vont marcher et pour le proof of work et pour le proof of stake. C'est un petit peu le but. Le but de cette première partie-là de ma présentation, en tout cas, va vous permettre, j'espère, de comprendre la différence entre la proof of work, la preuve de travail, et la proof of stake, la preuve d'enjeu. En tout cas, idéalement, et si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas. Je suis là pour ça. Donc, l'élection doit pouvoir être ouverte, tout le monde doit pouvoir participer, on ne doit pas pouvoir tricher, on va dire, donc, sur cette élection, et personne ne doit pouvoir la manipuler. Parce que si je suis méchant et que j'arrive à manipuler, j'aurai plus de pouvoir que les autres, et ce n'est pas forcément une très très bonne chose. Et nous voulons aussi que ce soit imprédictible, dans le sens où personne ne doit savoir à l'avance si je serai élu ou non. Okay. Et on voudra aussi que les utilisateurs soient incités à utiliser ce mécanisme-là. En général, si je rajoute un bloc, j'ai une récompense. D'accord ? Grosso modo. Et donc, très rapidement, la preuve de travail, venons-en. Qu'est-ce que la preuve de travail ? En tout cas, c'est la preuve de travail de Bitcoin. Okay ? Il y en a quelques versions différentes. C'est assez les différences sont un peu subtiles, mais là, je vais juste vous présenter la preuve de travail de Bitcoin. Qu'est-ce que c'est ? C'est une solution qui a été proposée dans le white paper de Bitcoin, où le protocole fonctionne comme suit. On demande à tout le monde de résoudre un problème cryptographique assez compliqué. Chaque personne a un problème différent. Pourquoi ? Parce que chaque personne utilise son identité dans la résolution de ce problème-là. Donc chaque personne, par défaut, a un problème différent. D'accord ? Tout le monde essaie de résoudre. Et la première personne qui résout son problème le dit aux autres. Et si je vois bien que j'ai reçu la solution, vu que je peux vérifier la solution à vérifier est vraiment très simple, je peux dire, ah bah oui, la personne a vraiment réussi le problème, c'est la première que je vois, donc j'ajoute son bloc dans ma chaîne. C'est tout. Ça, c'est la preuve de travail de Bitcoin. Ça satisfait toutes les propriétés que nous voulions, parce que, en fait, on choisit une personne, on choisit la première personne. Le mécanisme de résolution du problème est un petit peu aléatoire, donc on ne peut pas vraiment tricher en devinant à l'avance quoi faire. On doit juste tester tout ce qu'on peut le plus rapidement possible. C'est ce qui crée un petit peu une course à la puissance de calcul. Vu comme je le disais, si je gagne, en fait, je peux toujours prouver que j'ai gagné. Et tout le monde peut vérifier ma preuve. Et donc, c'est génial, mon bloc va être ajouté, et donc, il y aura une transaction qui me donnera une récompense dans la blockchain. Et là, je serai très très content. Juste pour rapidement faire un petit dessin, parce qu'avec du texte, parfois, c'est pas forcément super intuitif. Nous avons 2 personnes, en haut et en bas, qui ont une blockchain. Les couleurs sont pas très bonnes, c'est peut-être ma faute. Mais là, par exemple, vous voyez, disons que ce deuxième acteur-là, il trouve un bloc en premier. Il va le proposer à tout le monde. Tout le monde, les autres ajoutent. Il gagne encore, l'autre ajoute. Celui d'en haut gagne, il rajoute. Et si nous ajoutons un troisième acteur, en fait, ce troisième acteur participe exactement à la même chose. Si cette personne trouve quelque chose en amont, tout le monde accepte. Et donc, ça marche très bien. Et ça marche très bien. Ça, c'est la toute première partie du protocole de Bitcoin. Je vais faire une petite... j'ai dit quelque chose précédemment en disant, on sait qui est le premier et donc on gagne. Mais en fait, ça veut dire quoi être le premier ? Ça peut être un peu plus technique que ça. Ce qui peut se passer, c'est que en fait, je reçois 2 messages en même temps. Je ne peux pas forcément savoir qui est en avant sur l'autre parce que je ne peux pas faire confiance en leur temps local. Si c'est ça, je mets mon ordinateur en 1900 et je vais toujours être plus vieux que tout le monde. Donc la notion de temps n'est pas forcément parfaite et donc on peut recevoir 2 solutions en même temps et donc savoir qui est le premier devient un peu plus compliqué. Donc dans le white paper de Bitcoin, il y a une deuxième chose qui a été mentionnée, c'est que si nous sommes en face de ce problème, ce que je représente comme ça, Satoshi Nakamoto propose de juste continuer comme si de rien n'était, choisir un bloc et de continuer. Éventuellement, un bloc sera plus long que l'autre et donc aller continuer sur le bloc sur la chaîne la plus longue. Donc là, tout le monde ira sur la branche d'en haut et laissera la branche d'en bas.
Si nous continuons et qu'il y a encore des forks, des fourches, en fait, on va faire la même chose. On choisit un aléatoirement, on continue, problème réglé. Et ça, en fait, c'est la règle de la chaîne la plus longue. Et ça, c'est la deuxième grosse partie du protocole de consensus de Bitcoin. Et donc, le protocole de consensus de Bitcoin, en vrai, on ne le dit pas assez souvent, c'est la preuve de travail, la proof of work et la règle de la chaîne la plus longue. Okay. Et en fait, on peut voir ça comme deux choses un petit peu différentes. On a la manière dont nous ajoutons des blocs, donc ça c'est la preuve de travail, et la manière dont nous résolvons les forks. Et ça, ici, c'est la règle de la chaîne la plus longue. Ulysse vous parlera un peu plus en détail de comment est-ce que ces deux parties et même plus sont gérées dans le cas d'Ethereum Proof of Stake, mais même dans la version Ethereum Proof of Work, ils utilisaient aussi la preuve de travail. La règle de résolution de fork était légèrement différente. Au lieu d'utiliser la règle de la chaîne la plus longue, ils utilisaient la règle de la branche la plus lourde. C'est-à-dire ils prenaient les branches où il y avait le plus de blocs, en gros, sans trop rentrer dans les détails. Est-ce que c'est bon jusque-là ? Super. Et donc, il y a eu quelques analyses qui ont été intéressantes. Donc, il y a Garay et ses co-auteurs qui ont montré par une série de papiers assez intéressantes que, en fait, ça permet d'atteindre un consensus avec une probabilité élevée si la majorité des nœuds est correcte. En gros, suivre exactement le protocole que je viens de mentionner. Et donc, en fait, éventuellement, on n'a qu'une seule branche qui reste. Et tout le monde se met d'accord sur cette branche-là. Il y a eu quelques analyses de correction de l'algorithme en présence d'agents rationnels. Donc, il y a Bruno Biais et ses co-auteurs que vous connaissez peut-être qui a travaillé sur ces questions-là. Mais il y a aussi eu des limitations quand on prend des agents rationnels. Rationnels, c'est pour des agents qui essaient de maximiser leurs gains, donc les récompenses qu'ils ont. Et en fait, il y a quelques papiers. L'un des plus connus, c'est celui d'Itai Eyal et Emin Gunsirer qui montrait que on peut casser le système si les gens essaient de bénéficier de la manière dont les récompenses sont données. Et Cyril et Eric et je sais plus, c'est Ricardo on travaille aussi sur ces questions-là. Et puis ils avaient présenté un papier en 2018. Il y a une série de papiers aussi dans cette veine-là qui montrait comment est-ce qu'on pouvait profiter en fait du partage des récompenses. Ça c'est pour la preuve de travail, ça c'est pour Bitcoin. Et donc en fait on voit déjà qu'il y a des petits problèmes et il y a plein de personnes qui ont voulu s'éloigner de la preuve de travail. Et le gros souci qu'on met en avant, c'est les dépenses énergétiques. Que ce soit bon ou pas bon, en fait, Bitcoin consomme beaucoup trop. En tout cas, les mineurs, les personnes qui participent à la maintenance du réseau Bitcoin sont très très consommateurs. Et donc là, j'ai pris une petite capture d'écran de Digi Economist sur le Bitcoin Energy Consumption Index. Et là, on voit que le Bitcoin a à peu près la consommation en terawattheure par année de la Suède. Puis un pays qui n'est pas le moins consommateur d'énergie non plus. Donc en tout cas, il y a un gros besoin énergétique. Et avec les tendances actuelles, la COP28, où on essaie de réduire par exemple les consommations, c'est un truc à prendre en compte. Et c'est une des critiques principales que nous avons en face des blockchains. Et le deuxième point, c'est que les forks ne sont pas vraiment désirés, surtout dans des systèmes critiques. Si nous faisons de l'aviation ou nous voulons faire du settlement en finance par exemple, nous voulons nous assurer de quand une transaction est considérée dans la blockchain. Alors que si nous avons des forks, nous ne savons pas combien de temps nous devons attendre pour les résoudre, voire ça peut encore éventuellement changer. En fait, on n'a jamais cette certitude-là. Et donc, on va essayer de se séparer de ces deux trucs. Le premier point pour la consommation énergétique, en fait, la solution, c'est la preuve de travail. Le problème, on demande trop de calculs. On va essayer de trouver d'autres mécanismes qui ne demandent pas autant de calculs. Et la deuxième chose, est-ce qu'on pourrait essayer d'éviter les forks complètement ? Pour parler un petit peu de la première partie, changeons complètement de mécanisme, jetons la preuve de travail. L'alternative principale, c'est la preuve d'enjeu, la proof of stake, qu'on traduit souvent en français par preuve d'enjeu. Qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est qu'au lieu d'utiliser la puissance de calcul pour élire des gens, on va utiliser une autre ressource rare qu'une personne ne peut pas dupliquer. Et cette ressource, c'est un petit peu ce qu'on va appeler un stake, c'est l'argent de cette personne, en gros. Et donc, en fait, là, on va faire une élection sur les personnes, sur l'argent des gens. On va dire ça comme ça. Je vais donner un peu plus de précision sur ce que j'appelle l'argent. Et on va choisir une personne de manière aléatoire. Et puis cette personne va pouvoir ajouter un bloc. D'accord.
Donc l'idée, au lieu de plus de puissance de calcul, plus de chance on a, c'est plus d'argent on a, plus de chance on a d'être élu pour ajouter le prochain bloc. Et un peu plus précisément, en fait, l'argent dont je parle, c'est pas juste de l'argent que la personne a. C'est une quantité d'argent que cette personne doit mettre en jeu. C'est pour ça que moi, personnellement, je préfère le traduire par preuve d'enjeu en français. Il y a l'alternative preuve de détention, c'est pareil. Donc, je mets de l'argent de côté. Il y a souvent un minimum qui est demandé. Donc, dans Ethereum, c'est 32 Ethers. Ulysse, je crois, le rappelle dans sa présentation. Je mets de l'argent de côté et on fait une élection sur cet argent-là que j'ai mis de côté, pas sur tout l'argent que j'ai. Une fois que je mets cet argent de côté, je vais faire une opération claire en général qui doit être inscrite sur la blockchain. Tout le monde doit pouvoir savoir que j'ai cet argent en jeu pour pouvoir faire l'élection, parce que ça doit être vérifiable encore une fois. D'accord. Et puis c'est bon. Donc on va normalement, ça tout marche bien. Et vu qu'on a de l'argent de côté, si on se comporte mal et qu'on voit qu'on s'est mal comporté, en fait on peut nous punir. On peut réduire notre argent. Et donc c'est pour inciter les gens idéalement à bien se comporter et éviter de faire des mauvaises choses. D'accord. Il y a le terme généralement, il est très important. Tous les mécanismes de proof of stake ne font pas ça. Il y a par exemple Algorand qui ne demande pas de mettre en jeu de l'argent. C'est vraiment l'argent total qu'ils ont dans le système qui est utilisé. Mais c'est vraiment assez anecdotique pour ne pas le mentionner en généralité. Okay, mais voilà. Donc, nous avons ça. Ça, c'est la preuve d'enjeu. Mais la preuve d'enjeu, en fait, ce n'est pas une unique chose. C'est juste une élection qui est basée sur les stakes des gens, sur l'argent mis en jeu. En fait, on peut faire cette élection de plusieurs manières. Et là, je vais vous présenter deux gros points. Donc là, j'ai un petit peu rappelé ce que j'avais mis précédemment. Donc au lieu d'utiliser, on est mauvais pour l'environnement, au lieu d'utiliser la preuve de travail, on va utiliser la preuve d'enjeu. Je vais vous montrer un petit graphique après qui montre que ça réduit la consommation en tout cas. Et pour éviter... Bon, ça, on peut l'oublier, excusez-moi. Et ça, c'est un petit peu la résolution des forks dont je parlais. Donc, en fait, si on voit un peu ces deux points-là, on voit déjà au moins deux grosses catégories de preuves d'enjeu. La première, c'est, on peut faire comme du Bitcoin. On va élire quelqu'un, la personne va ajouter des blocs, peut-être que la personne va faire des choses pas bien, peut-être qu'on va avoir des problèmes, on va avoir des forks, on va essayer de résoudre le fork. Ça va être la première manière de faire du proof of stake, que j'appellerais Nakamoto style ou chain-based, donc c'est à la chaîne. Et la deuxième qui va être un petit peu, on va élire un comité qui va faire des choses pour éviter d'avoir des forks. Je vais vous introduire un petit peu précisément ces deux parties dans la suite. Donc, la première partie, on va construire notre blockchain proof of stake comme si c'était du Bitcoin. En quoi ça consiste? En fait, on va élire une personne de manière aléatoire. Avant l'élection aléatoire, les gens font un calcul assez aléatoire et puis on prend le premier qui résout ce problème-là. Là, on va éviter de faire des calculs. Ce qu'on va faire, c'est que les gens ont mis de l'argent de côté. On va faire un tirage aléatoire des pièces qu'il y a. On va dire ça comme ça. On prend une pièce. Et la personne qui possède cette pièce-là va être la personne qui a le droit de rajouter un bloc. OK ? Idéalement, on ne demande pas à une seule personne, je vais vous expliquer pourquoi, de choisir une personne. Pourquoi est-ce que c'est vérifiable? Vu que tout le monde met de l'argent de côté et que cet argent est vraiment inscrit sur la blockchain, en fait, l'argent qui a été élu, en fait, on peut vérifier qui possède vraiment cet argent-là. Donc, personne ne mentira dessus. Okay, premier point, super intéressant. Et puis ensuite, en fait, cette élection, comment est-ce qu'on va la faire? En fait, on va faire une élection pseudo-aléatoire parce que nous sommes dans un système informatique dont nous n'avons pas d'aléa réel. Donc, on va faire un système qui est aléatoire, qui utilise une graine qui va être un petit peu l'historique de la blockchain. Et vu que dans l'historique de la blockchain, on a les identifiants des blocs qui sont assez aléatoires, des hachés, en fait, ça donne une réponse qui est à peu près aléatoire, grosso modo. C'est comme ça que ça marche. Il y a un gros problème en général, c'est qu'au lieu de faire les calculs tout le temps à chaque bloc pour savoir qui est le suivant, en fait, on peut élire une série de personnes en même temps pour simplifier le truc. Je préfère beaucoup les dessins. Donc, je vais refaire un petit dessin pour expliquer ce que je viens de dire. J'espère qu'il va être un peu plus clair. S'il y a un souci, n'hésitez pas à me le dire. Donc, imaginez que nous ayons une blockchain qui est construite jusqu'à là. Ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que nous avons tous ces blocs, on va élire une personne de manière aléatoire. D'accord ? Et cette personne va rajouter son bloc. Vu qu'on peut vérifier que cette personne a bien le droit, en fait, on va mettre son bloc dans la chaîne. En fait,
ça revient un petit peu au problème que je disais au départ. Qu'est-ce qui se passe? Oups, il y a un problème d'animation. Ouais. Qu'est-ce qui se passe si cette personne propose de blocs maintenant? En fait, on revient au problème de fork initial à résoudre. Surtout que si nous créons ça, en fait, maintenant, on doit faire une élection par rapport à l'historique de la chaîne. Maintenant, dans l'historique de la chaîne, en fait, cet historique est possiblement différent de celui-là. Donc, ça veut dire qu'on a possiblement 2 leaders différents pour le bloc d'après. Donc, ça fait des petits problèmes. Il faudrait résoudre ces problèmes-là. Qu'est-ce qui se passe si cette personne ne propose jamais rien? En fait, on est bloqué. Surtout dans la preuve de travail, hein, parce que autant dans la proof of work, si la personne qui gagne la première ne fait rien, on aura quelqu'un d'autre qui gagnera après. Et cette personne proposera son bloc. Dans la preuve d'enjeu, comme je vous l'ai présenté là, si cette personne ne propose rien, on l'attend. Hein. Et donc c'est pour ça, en gros, qu'on se dit qu'on va élire plusieurs personnes en même temps. Donc si on élit plusieurs personnes en même temps, en fait, si quelqu'un ne dit rien, il y a les autres qui vont faire le travail. Mais au risque d'avoir encore des forks. Mais c'est pas grave, on aura un mécanisme de résolution de fork derrière. Le deuxième truc, c'est au lieu de faire une élection tout le temps, comme je vous disais, on peut se dire, en fait, on va séparer le temps en époques, en fenêtres. Donc Ulysse reparlera un peu plus précisément des époques que moi. Et on va faire l'élection par époque. Donc on prend toute une époque, on fait notre élection et on élit directement les personnes qui vont rajouter les blocs de toute l'époque qui vient après. Okay. Comme ça, on enchaîne rapidement, on n'a pas besoin de refaire tous les calculs tout le temps. Mais l'idée est vraiment la même. Donc, c'est un petit peu ce que je résumais en bas. Pour éviter d'avoir des problèmes de personnes qui ne répondent jamais, on élit plusieurs personnes et on fait un truc par époque. Et donc, quitte à faire une règle de résolution de fork, tout marche bien. Et donc, très rapidement, est-ce que des gens travaillent sur la proof of stake comme ça? Oui, il y a des blockchains qui existent comme ça. Vous avez peut-être entendu parler de Cardano. La blockchain Cardano fonctionne sur ce principe-là. Leur algorithme de consensus s'appelle Ouroboros. Je crois que c'est un petit peu en tout dans la diapo. Il y a un problème dont on parle souvent, c'est le nothing at stake, qui est un petit peu, en fait, je n'ai rien à perdre. Je peux ajouter des blocs autant de fois que je veux, quand je suis élu. Qu'est-ce que j'ai à perdre en faisant ça? En fait, il y a énormément d'études qui montrent que c'est pas aussi intéressant que ce qu'on pense. Et surtout, si on met de l'argent de côté, qu'on peut se faire punir. En fait, c'est con de faire ça parce qu'on perd de l'argent. Voilà, donc c'est là la blockchain de Cardano, donc Ouroboros, qui est un petit peu la blockchain dont je parlais, qui est une blockchain qui fonctionne sur ce principe de proof of stake et dont la correction est éprouvée. Donc, exactement comme dans le cas de Bitcoin, on peut avoir des forks. Si on choisit exactement la même règle, la règle de résolution, c'est la chaîne la plus longue, excusez-moi. En fait, on résout exactement comme Bitcoin le problème. Donc, on aura une chaîne qui grandira et puis les gens vont converger vers la plus longue, tous ensemble. Il y a d'autres questions qui viennent, qui sont, oui, mais si il faut juste être élu et on peut ajouter des blocs, si je suis dans un ensemble de personnes élues et que je vois une suite de blocs qui ne m'intéresse pas, qu'est-ce qui se passe si maintenant je repropose un nouveau bloc et avec mes amis, on se met d'accord pour créer une nouvelle chaîne? Si cette chaîne devient plus longue, en fait, les gens vont aller dessus. On est d'accord. En fait, c'est le problème qui est appelé la long range attack, qui existe parce qu'on a des forks. La question pourrait être, mais dans la preuve de travail, pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça? En fait, on a exactement la même chose, mais c'est beaucoup plus coûteux comme attaque à faire, parce qu'il faut refaire de la preuve de travail pour tous les blocs. Alors qu'ici, il faut juste calculer une fonction pseudo-aléatoire. Donc, c'est un peu différent. Et Ghazi et al. Ont prouvé en 2019, je crois, que en fait, il y a des mécanismes qui sont importants à utiliser pour éviter ce genre de problème, ce qu'on appellera des checkpoints. Donc, je voulais mentionner ce terme avant qu'Ulysse ne passe. Et un checkpoint, c'est quoi? C'est par exemple, vous voyez ici, nous avons une branche, et là, nous avions un fork. C'est cette branche qui a été sélectionnée ici. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un checkpoint à ce niveau. Donc ce bloc a été enregistré comme étant un bloc qui doit forcément être dans la blockchain à jamais. D'accord? Donc ce qui va se passer, c'est que si je viens à peu près ici et que je dis « Ah non, mais moi j'étais ici », en fait, il y a eu le checkpoint qui est passé. Donc les gens ne pourront plus jamais accepter ma branche. Et donc ça évitera en fait que les gens puissent réécrire l'histoire. Okay? Et là, c'est un mécanisme qui, vu que les forks existent, en fait, ils essaient de résoudre le problème derrière. Et donc Ulysse parlera un petit peu plus en détail de cette partie-là dans la présentation qui vient. Donc,
on peut se dire, on va essayer juste d'arrêter les forks complètement. Si on n'a pas de fork, en fait, les deux problèmes dont je parlais n'existent plus. Donc, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Très rapidement, en fait, il y a Sarah avec certains de ses co-auteurs qui ont montré que, en fait, il faut utiliser ce qu'on appelle un accord fort. On appelle ça en général un algorithme de consensus. Vous connaissez peut-être les algorithmes de consensus. Dans les systèmes répartis, en fait, c'est ce qu'il faut utiliser. On n'a pas le choix. Ils ont prouvé que c'est la seule chose à faire. Et c'est quoi un algorithme de consensus? Un algorithme de consensus, c'est un algorithme où nous avons des gens qui suivent tous le même protocole. Certaines personnes peuvent être défaillantes, donc on peut faire un peu n'importe quoi dans une certaine proportion. On veut qu'à la fin, deux objectifs soient atteints. La safety et la liveness. La safety pour la sécurité, c'est que si nous avons deux agents honnêtes et des agents qui suivent exactement ce qu'on leur demande de faire, donc qui suivent le protocole, si les deux le suivent, en fait, ils doivent atteindre la même décision. Okay, il faut un consensus, de toute façon. Si on demande à quelle heure on se voit, ils doivent arriver sur la même heure. Ils ne doivent pas pouvoir décider des choses différentes. Et la deuxième propriété, c'est la liveness, la vivacité. C'est que tout agent honnête doit prendre une décision à un moment donné. Si nous avons ces deux propriétés, nous savons que nous avons forcément une décision qui est prise par tout le monde et c'est la même décision par tous. Okay, et si nous avons ça, tout fonctionne très bien. Le problème, c'est que le consensus à résoudre n'est pas aussi simple que ça, parce qu'il a été prouvé dans plein de cas que c'est impossible à résoudre, déjà. Par exemple, si nous avons un système de communication qui est ce qu'on appelle asynchrone, ça veut dire qu'on n'a pas de borne sur quand est-ce qu'on peut recevoir des messages, et qu'on peut avoir une personne qui ne répondra plus jamais, mais on ne sait pas qui à l'avance. Donc si on est en face de ce système, on ne peut pas résoudre de consensus. Prouvé dans les années 80. Voilà. On se dit, on ne peut pas directement forcément utiliser ça dans des réseaux blockchain. On doit forcément déjà se restreindre à des choses. La deuxième chose qui est un peu plus rassurante, c'est que il y a une preuve. Je me suis trompé, vraiment désolé. C'est en 1999. C'est un résultat qui montre que en fait, on peut résoudre le consensus sous des hypothèses assez réalistes, donc testées par rapport à ce qui se passait dans la vraie vie sur Internet. Si on avait une borne sur le nombre de fautes qu'on pouvait avoir et une borne sur la communication. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que c'est possible sous certaines conditions. Et donc, le truc, c'est qu'on va essayer de se mettre dans ces conditions-là. Et la dernière qui est importante, c'est que tous les algorithmes que nous connaissons aujourd'hui qui font du consensus BFT, ce sont des algorithmes qui font une hypothèse des participants. On doit savoir qui participe, tout le monde, et tout le monde doit savoir que cela participe vraiment. L'avantage de faire de la preuve d'enjeu, c'est que vu qu'on a mis de l'argent de côté, en fait, on sait qui a mis de l'argent de côté, donc on a cet ensemble-là. Et donc, on peut travailler avec cet ensemble directement. Et comment est-ce que ça fonctionne? C'est ce que moi, j'aime appeler des blockchains à comité, donc les committee-based blockchain. Nous avons notre premier bloc qui initialise un petit peu tout. Dans ce bloc, nous sélectionnons un premier ensemble de validateurs. Ça peut être tous les nœuds qui ont mis de l'argent de côté, ça peut être un sous-ensemble d'eux. Il n'y a aucun souci. Ce groupe de gens vont utiliser un algorithme de consensus dont je vous parlais précédemment. Vu qu'ils utilisent entre eux un algorithme, ils doivent tous arriver à une décision et arriver à la même. En tout cas, tous ceux qui sont honnêtes. Okay. Ils vont arriver à la décision et ils vont ajouter le bloc, ils vont le diffuser aux autres. Une fois que les autres vont l'avoir, comme dans le cas précédent, en fait, ils vont calculer maintenant le nouveau comité. Ils vont avoir un nouveau comité. Ce nouveau comité va faire la même chose et ils vont partager, ils vont construire la blockchain comme ça. Okay, donc ça, vu qu'ils utilisent un algorithme de consensus qui est prouvé que tout le monde se met d'accord sur la même chose, ça veut dire qu'on n'a pas de fork. Et donc, on évite tous les problèmes que je vous avais mentionnés précédemment. Là, par contre, le principe de récompense devient un peu plus compliqué parce qu'on ne récompense plus une seule personne. On doit se débrouiller pour partager une récompense dans un ancien comité qui est composé de plusieurs personnes. Ça fait des questions de recherche beaucoup plus intéressantes. Et donc, pour rapidement parler de ça, il y a eu quelques résultats. Donc, j'avais travaillé pendant ma thèse sur ces algorithmes-là. On a montré que c'est possible de résoudre ces problèmes avec ces consensus. On montre un mécanisme pour le faire assez propre. Il y a d'autres résultats qui sont un peu plus optimaux que ça, qui montrent en tout cas si on a une bonne majorité de personnes honnêtes. Donc ici, c'est plus juste 50%, c'est plutôt 67%. Donc c'est 2 tiers, parce que le consensus demande d'avoir ces 2 tiers-là. Okay, voilà. Le schéma de partage de récompenses a un impact énorme
sur le comportement des agents rationnels qui essaient de maximiser leurs gains, parce qu'on a montré en fait dans différents résultats, il y a d'autres personnes qui le font, qui montrent que en fait il y a beaucoup de choses très très graves qui peuvent se passer, mais il y a toujours des situations plutôt agréables où on arrive à construire la blockchain tranquillement. Voilà, je vais dire ça très rapidement comme ça. Avec tous ces avantages, en fait, il y a un truc, je ne vais pas vous dire que celui-là, c'est juste le meilleur par rapport à tous les autres. Il y a un petit avantage, c'est que vu que nous devons faire un consensus, ça prend un peu plus de temps de décider d'un bloc. Dans l'autre cas, en fait, on générait des blocs dès qu'on pouvait. Ici, il faut que les gens se mettent d'accord, donc ça prend un peu plus de temps pour ajouter un bloc. Même si, à nuancer, une fois qu'un bloc est rajouté dans ce genre de mécanisme, on l'aura à vie dans la blockchain. Alors que dans l'autre mécanisme, on devrait avoir quand même une règle de résolution de fork. D'accord. Donc, pour faire une petite synthèse très rapidement, en fait, la preuve d'enjeu, c'est une classe de mécanisme, comme la preuve de la proof of work, en fait. C'est juste que c'est beaucoup plus flagrant dans le cas de la proof of stake, et c'est dans un mécanisme où on veut savoir comment est-ce qu'on donnait le droit à des agents d'ajouter un bloc, comment est-ce qu'ils le faisaient. C'est principalement ça. Mais il existe dans plusieurs formes différentes. Et je vous ai parlé du style à la Nakamoto ou du style à la comité. Ces deux classes principales. Il y en a d'autres. Et Ulysse vous montrera bientôt que, en fait, Ethereum Proof of Stake se trouve en vrai dans cette classe-là, des blockchains à comité. Mais ils utilisent des attributs assez intéressants de blockchain à la Nakamoto. Donc il y a un mix des deux assez drôle qui se fait. Et c'est de là que vient le problème qu'on arrive à trouver. Et je n'ai pas parlé de toutes les proof of stake. Je n'ai pas parlé en détail de comment le slashing ou les pénalités étaient mises en place. Ulysse va peut-être vous parler des pénalités. Je n'ai pas parlé de délégation dans les proof of stake. En gros, c'est au lieu d'utiliser que mon argent, je peux me donner de l'argent, je peux miser de l'argent pour quelqu'un d'autre. C'est des mécanismes aussi qui sont de manière assez fréquente dans les blockchains à preuve d'enjeu. Et je n'ai pas parlé aussi des blockchains, en fait, des registres décentralisés qui sont maintenant des graphes dirigés acycliques et qui ne sont plus que des chaînes, qui existent aussi, qui donnent des mécanismes un peu différents, mais dans l'esprit, c'est quand même toujours la même chose. Donc pour introduire un petit peu ce qu'Ulysse va vous dire, Ethereum, c'est quoi ? Bon, Bitcoin est apparu en 2008-2009 en faisant des trucs vraiment géniaux. Ethereum est venu quelques années après avec le principe de smart contract, donc des applications sur la blockchain. Et c'est un petit peu basé sur ça qu'on a toutes les applications blockchain aujourd'hui, par exemple, tout ce qui est finance décentralisée, même tout ce qui est jeu sur blockchain, par exemple CryptoKitties, c'est grâce au smart contract. Et donc ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc ça a pris à peu près 5 ans entre les deux. On voit à peu près tous les types d'applications que nous pouvons avoir sur Ethereum aujourd'hui. En tout cas, c'est une image que j'ai prise il y a 2 semaines. Donc, on a énormément de choses diverses et variées que nous pouvons faire. Comment est-ce que je peux résumer très rapidement ce que je viens de vous dire ? C'est que les protocoles de consensus sont des protocoles décentralisés. Tout le monde fait un truc de son côté, mais le but, c'est de construire une blockchain ensemble qui garantit le fait qu'ultimement, nous ayons tous le même bloc, le même registre, de manière complètement décentralisée encore une fois. Bitcoin et Ethereum, en tout cas Ethereum utilisait la preuve de travail, mais maintenant ça a changé, Ulysse va vous parler de comment c'est. L'année dernière, donc il y a un peu plus d'1 an maintenant, en septembre, juste pour vous donner une petite image, ça va être normalement ma dernière diapo, les chiffres exacts ne m'intéressent pas tant que ça. C'est un article du CCRI, Carbone, j'ai oublié, c'est un institut de recherche qui travaille sur l'émission carbone de systèmes informatiques, qui ont installé plusieurs blockchains différentes et qui ont essayé de voir la consommation énergétique de chacune d'elles. Donc les chiffres exacts, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais la comparaison semble assez pertinente. Et faites attention à l'axe qui est ici logarithmique. Là, c'est Ethereum quand ils étaient sur la Proof of Work, ça c'est Bitcoin. Et toutes celles-là, ce sont des blockchains Proof of Stake. Donc vous voyez que la réduction, la consommation énergétique est quand même des milliers de fois plus petite. Et donc Ethereum, en tout cas dans la communication, le passage de la preuve de travail à la preuve d'enjeu a réduit leur consommation énergétique de 99,9%, si je ne me trompe pas des chiffres. Merci beaucoup de votre attention. Et si vous avez des questions, je serai ravi d'y répondre.
attendant Ulysse, il y a peut-être une question rapide. Oui. Ouais. Bonjour, vous parlez donc des forks. Une question que je me pose. Parce que j'y connais rien. Est-ce qu'effectivement il y a beaucoup de forks qui apparaissent dans le temps? C'est-à-dire, est-ce que c'est une fois par an ou est-ce que c'est 10 par jour? Voilà, ça c'est un chiffre que je ne connais pas. Et deuxièmement, est-ce qu'il y a ce que j'appellerais une convergence de forks? Quand il y a une transaction qui est faite à travers le Bitcoin, une transaction, je ne sais pas, ou à travers l'Ethereum, etc., quelqu'un qui dit voilà, je file 3 Ethers pour payer tel truc. S'il est à un moment donné dans une branche et que le lendemain il est dans l'autre branche, il y a bien un moment où on arrivera à aller faire la convergence, j'imagine. Alors est-ce que ça se produit ou est-ce que ça se produit pas? Voilà. Merci beaucoup. Très belle question. La première, j'ai plus les chiffres exacts parce que ça fait un moment que j'ai pas vraiment fait attention au bloc Bitcoin, mais il y avait quand même des forks toutes les heures quand même sur Bitcoin. Oui, c'est assez fréquent. Et sur Ethereum, il y en avait beaucoup plus. Parce que sur Ethereum, ils produisaient les blocs plus rapidement. Donc il y en a quand même énormément. Donc la règle de résolution de fork était vraiment très importante pour le fait que ça converge. La deuxième question sur la convergence des deux est un peu plus délicate. En fait, quand une transaction est dans une branche, elle peut être aussi dans l'autre ou non. Rien ne garantit qu'elle est que dans une seule des deux. Elle peut, mais pas forcément. Par exemple, dans la construction des blocs, peut-être que la personne qui a ajouté le bloc, disons dans la branche d'en bas, n'avait pas pris votre transaction. Ça peut arriver. Vu qu'il y a un nombre limité de transactions qu'on peut mettre dans un bloc, il faut faire un choix. Ça veut dire que moi, je peux acheter 2 fois. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut résoudre les forks. Parce que si on a des forks, pour des applications critiques, c'est vrai, c'est grave. Donc il faut qu'on sache dans quelle est la branche qu'on considère et que cette transaction soit utilisée une et une seule fois, pas plus. Et donc oui, c'est encore une fois la règle des résolutions de fork est importante et c'est pour ça qu'on peut juste essayer complètement de ne pas faire de fork parce que comme ça, problème résolu. Merci beaucoup. Donc je passe la parole à Ulysse. Oui, du moment que je tiens aussi le microphone dans la main, j'en profite. Oui. C'est plutôt une curiosité, disons, théorique. Il y a des résultats qui, par exemple, dans le cas de Bitcoin, sont valables dans le cas où le pourcentage des mineurs honnêtes est plus grand par rapport aux malhonnêtes. Donc c'est 50. Là, on a parlé de 2 tiers, en gros, 67%. Est-ce qu'il y a des résultats derrière? Parce que je vois parfois aussi 2 tiers moins un epsilon. Est-ce que 2 tiers, c'est vraiment un break-even point ou effectivement, où on trouve des résultats qui prouvent en fait qu'il s'agit vraiment d'un break-even? Oui, complètement. En fait, c'est un résultat théorique. Je crois que dans les apôtres d'Ulysse, on verra un petit peu pourquoi ces 2 tiers. Mais oui, c'est un résultat qui vient des systèmes répartis et des consensus directement. Et en fait, Bitcoin, on a 50%, mais c'est toujours un peu partagé. C'est 50% dans plein de cas, mais une fois qu'on a par exemple du selfish mining, on tombe à 25%. Donc en fait, il faut faire un petit peu attention aux propriétés qu'on considère quand on en parle. Mais oui, les 33-67%, c'est un résultat théorique qui est assez simple à prouver en plus et je crois qu'Ulysse va vous le faire assez rapidement. Merci beaucoup pour la clarification. Je laisse la parole donc à Ulysse. Bonsoir à tous. Merci pour l'invitation. Et je suis très content ce soir du coup de vous présenter les travaux que j'ai fait avec Yakole qui vient de faire sa présentation et Sarah Tucci au CEA sur Ethereum et son consensus. Donc précisément sur quoi on a travaillé, nous, on s'est concentré sur le consensus. Donc là je vous ai mis à quoi ressemble actuellement un bloc dans Ethereum. Il y a une partie qui va concerner l'execution layer, donc c'est la partie avec toutes les transactions que vont faire les utilisateurs. Donc peut-être vous avez entendu parler des MEV, de la manière d'optimiser l'ordonnancement des transactions pour avoir plus d'argent pour les mineurs. Nous, on ne va pas s'intéresser à ça du tout. On va vraiment se concentrer sur les échanges d'informations qui sont faits pour se mettre d'accord sur quelle est la chaîne correcte, quelle est la chaîne sur laquelle il faut continuer de travailler et sur laquelle il faut accepter les transactions. Et donc pour ce faire, on va formaliser le protocole, on va regarder quelles sont les hypothèses qui sont faites et quelles sont les propriétés du coup de ce protocole effectivement, parce qu'il y a des propriétés qui sont annoncées et on va voir si c'est effectivement des propriétés que le protocole possède. Et donc en particulier, on va s'intéresser à la propriété de liveness et la propriété de safety, que je vais expliciter plus tard. Donc rapidement, un peu de contexte sur pourquoi on s'intéresse à Ethereum. En termes de capitalisation marchande, c'est la deuxième plus grosse blockchain avec 270 milliards de dollars.
Il y a environ 1 million de transactions tous les jours. Et récemment, il y a eu un changement de protocole où on est passé de Proof of Work à Proof of Stake, donc qui a été mentionné précédemment. Et ce changement de protocole, il est venu sans une réelle formalisation de ce nouveau protocole. Il y a eu des essais, mais qui n'étaient pas complets. Et donc nous, on montre que ça va être utile. Et d'ailleurs, il y a eu des différentes attaques qui ont été montrées contre le protocole, qui n'avaient pas encore eu du coup cette formalisation nécessaire pour pouvoir l'analyser, et qui montraient qu'elle était effectivement nécessaire. Et donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous présenter ce protocole en détail, et son fonctionnement, et pourquoi il a certaines propriétés et pas d'autres. Donc rapidement, The Merge, le passage de Proof of Work à Proof of Stake, qui s'est passé il y a 1 an. Il y a eu 3 changements majeurs. Donc le changement de Proof of Work à Proof of Stake. Le changement d'un système de consensus à la Nakamoto, comme ce qui a été mentionné aussi précédemment par Yakole, à un système plus proche de BFT. Donc BFT, c'est pour Byzantine Fault Tolerant, tolérance aux fautes byzantines, que je vais expliquer par la suite. Donc on va être plus proche d'un système BFT. Et le dernier changement qui vient avec le fait qu'on passe de Proof of Work à Proof of Stake, c'est qu'on n'a plus des mineurs mais des validateurs. Donc là c'est la slide résumée, c'est la slide bullet points où je vous donne les infos sur le protocole, que après je vais essayer de vous expliquer plus en détail. Et dans l'idéal, vous avez retenu au moins ça ce soir. Donc la blockchain elle est maintenue par des validateurs. Pour être validateur, il faut staker 32 Ethers, donc la crypto-monnaie du protocole. Une fois qu'on est validateur, on va faire des actions qui vont nous donner des récompenses, comme le fait de proposer des blocs ou d'envoyer des votes. Et justement, la partie d'envoyer des votes, c'est quelque chose qui est nouveau avec ce système de consensus Proof of Stake et qu'on n'avait pas avant. Avant, il y avait effectivement le fait de proposer des blocs et c'était un peu comme ça qu'on votait. Et c'est plus le cas maintenant. Il y a aussi des votes qui vont être pris en compte pour déterminer quelle est la chaîne correcte. À part les récompenses, il y a aussi les pénalités. Et donc là, ça va être quand on performe, quand on fait mal des actions en tant que validateur, et ben on va avoir notre argent qu'on a mis en jeu qui va être réduit. Et dans le pire des cas, la pénalité la plus sévère qui s'appelle le slashing, on va être éjecté de l'ensemble des validateurs et on va perdre beaucoup d'argent. Donc pour devenir validateur, comme je l'ai dit, il faut staker 32 Ethers. Et donc comment ça se passe en pratique? En fait, on envoie juste 32 Ethers à cette adresse sur la blockchain. On envoie ces 32 Ethers à cette adresse, on devient validateur. Actuellement, il y a environ 900 000 validateurs, donc ce qui est énorme. Et ça varie parce qu'il y en a qui sortent et il y en a d'autres qui arrivent. Ça, c'est une représentation de où sont situés à peu près les validateurs selon les estimations. Et donc, on voit qu'on est majoritairement entre l'Europe et les États-Unis. Ok, donc maintenant, plongeons dans ce qu'est le protocole d'Ethereum. Donc, ça va aller de manière crescendo sur la complexité. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre dès que vous avez une question pour ne pas être perdu par la suite. Et au niveau des quantités d'Ethereum qu'ils ont mis comme stake, est-ce qu'il y a un graphique? Donc, ici, là, on voit la valeur totale qui est stakée en Ether. C'est la quantité d'Ether totale qui est bloquée par les validateurs pour pouvoir être validateur, justement. Et le niveau de concentration, c'est-à-dire Le pourcentage? validateurs qu'il y a énormément de stake, et donc ils vont être très probablement élus. Alors oui, il y a ça, j'ai pas mis le graphique. Il y a sur le site beaconcha.in pour Beacon Chain. Il y a un résumé, on voit les plus gros acteurs, et notamment le plus gros des acteurs, c'est Lido. Donc là, en l'occurrence, c'est un système un peu spécial où eux-mêmes, ils ont différents validateurs à eux. Donc c'est à la fois un peu distribué, à la fois assez centralisé. Mais donc oui, il y a une répartition qui est connue de ces validateurs pour les plus gros. Oui. Pardon? Ah ok, ouais, aussi. Peu importe, oui, c'est ça, peu importe la concentration, tout le monde a une probabilité très donc voilà, maintenant le protocole. Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. La chose par laquelle on va commencer, c'est comment est considéré le temps dans Ethereum. Alors ça va être à la base de slots. Donc les slots, ce sont juste des périodes de temps de 12 secondes qui vont être utiles pour donner des rôles à des validateurs. Notamment, un des rôles possibles, ce sera le rôle de proposeur, donc celui de proposer un bloc. Donc par exemple, pour le slot numéro 1, il y a un proposeur qui est attribué, et durant cette période de temps de 12 secondes qui était prédéterminée, on va
ce proposeur va devoir émettre son bloc. Possiblement, il y a des slots dans lesquels le proposeur va être inactif et ne rien proposer, c'est possible, peu importe la chaîne continue. Et ce qui va englober ça, autour des slots, on va voir ce qu'on appelle des époques. Donc une époque, c'est 32 slots, donc ça dure 6 minutes et 24 secondes. Et de la même manière que les slots, ça va être utilisé pour donner des rôles aux validateurs. Les rôles, ils vont se répéter un peu toutes les époques, et donc on va voir comment. Et donc ces systèmes d'utiliser des slots et des époques, c'est pour donner des rôles aux validateurs et un rythme pour atteindre le consensus. Donc voilà, pour les slots et les époques, on avance époque 0, 1, etc. Ensuite, donc ça c'est le système modèle qu'on a utilisé. Donc c'est ce qui nous a permis de faire nos analyses. C'est les hypothèses qu'on fait. Donc on fait l'hypothèse que les validateurs ont des horloges synchronisées. Ensuite on fait une hypothèse qui est souvent faite dans la littérature des BFT, qui est celle du système partiellement synchrone. Donc en quoi ça consiste un système partiellement synchrone? On commence par une période asynchrone, durant laquelle ça veut dire qu'on n'a pas de borne sur le délai entre les messages. Donc on peut envoyer un message et on n'a aucune idée de quand il peut arriver. C'est ça une période asynchrone. Ensuite arrive un temps qu'on appelle GST pour Global Stabilization Time. Et à partir de ce temps-là, le système devient synchrone. Et donc là, on connaît la borne sur le message de délai. Donc nous, on a appelé delta. Donc on sait que quand on envoie un message à un temps t, il arrive au plus tard au temps t plus delta. Et pour la fin de ce système modèle, donc, on a deux types de validateurs. Les validateurs qui sont honnêtes, c'est ceux qui suivent le protocole à la lettre. Ils ne dévient jamais, ils suivent toujours le protocole à la lettre. Et les byzantins, qui eux, inversement, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Ils ne sont pas contraints par les règles du protocole, ou en tout cas, ils essayent d'agir de manière malicieuse, malveillante, pour mettre à mal le protocole. Et donc on fait l'hypothèse classique que les byzantins, la proportion de byzantins est inférieure à un tiers, strictement inférieure à un tiers. Et donc là, comme on a parlé juste avant, je vais expliquer, parce que c'est vrai que cette bande de 1 tiers, elle revient souvent et on ne voit pas souvent l'explication. Donc je vais vous donner une intuition, en fait, l'explication de pourquoi on a besoin d'une majorité de 2 tiers d'honnêtes et une minorité d'1 tiers de byzantins, donc d'agents byzantins qui peuvent dévier arbitrairement du protocole. Donc plaçons-nous dans le cas où on a envie de créer un système avec n participants, parmi lesquels il y a f byzantins, et on veut essayer d'atteindre le consensus. Et on veut voir quelle est la borne pour ce nombre de byzantins. Donc on a 2 règles en fait qu'on aimerait respecter. La première, on souhaiterait que même si les byzantins ne répondent pas, on puisse arriver à une décision. Donc ça correspond à quoi? Ça veut dire que n-f, ça doit constituer une majorité pour le protocole. On doit être capable d'atteindre un consensus avec n-f participants. La deuxième contrainte, c'est que ça ne devrait pas être possible de prendre 2 décisions différentes. Si on arrive à un consensus pour 2 choses qui sont différentes, ça veut dire que en fait, c'est un dissensus. C'est pas ce qu'on souhaite. Et donc ça se traduit par cette équation parce que les byzantins, ils pourraient ne pas participer dans le premier cas et dans le deuxième cas, ils pourraient voter 2 fois. Et donc s'ils votent 2 fois, ils ont besoin de la moitié des honnêtes aussi à chaque fois pour atteindre la majorité. Et donc dans le pire des cas, ça serait n-f sur 2 plus f. Et donc si ça correspond à une majorité, ils pourraient arriver à atteindre le consensus sur 2 choses différentes. Donc une fois qu'on a ces 2 raisons, et ben en fait on déroule et on trouve que la proportion de byzantins, donc f sur n, qui est égale à bêta, ça doit être strictement inférieur à un tiers. C'est juste à partir de ces 2 hypothèses, ces 2 souhaits qu'on a sur notre système, en cherchant à atteindre un consensus, on est limité par cette bande de 1 tiers. Strictement inférieur à un tiers. Alors revenons à notre blockchain maintenant et regardons quels sont les différents rôles que peut un proposeur. Donc les 2 rôles principaux sont les suivants, celui de proposeur, donc que j'ai mentionné brièvement, qui est le fait de proposer un bloc pour un slot prédéfini. Donc en fait, un validateur va être sélectionné de manière pseudo-aléatoire, on va lui attribuer un slot et il va proposer un bloc. Donc ça veut dire que pendant une époque, qui est constituée de 32 slots, il va y avoir 32 proposeurs. Ensuite, il y a le rôle d'attesteur. Attesteur? Pardon? Non, oui, c'est... En fait, c'est juste, ça constitue c'est juste pour dire qu'ils vont voter. Ils vont attester
selon eux, à quoi ressemble la chaîne? Quelle est la chaîne correcte? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment ça se traduit? Eh ben, pendant une époque, on va demander à tous les validateurs quelle est leur vision de la chaîne et quelle est selon eux la chaîne correcte. Dans le cas où, par exemple, il y a des forks, on serait intéressé pour savoir quelle est la bonne chaîne. Et donc, durant une époque, on va demander à chaque validateur, au moins une fois, quelle est leur vision de la chaîne. Donc, à chaque slot, il y a 32 slots dans une époque, on va prendre un 32e des validateurs et on va leur demander de nous envoyer leur vote ou attestation. Donc maintenant, on peut se demander, mais comment les proposeurs savent sur quel bloc il faut construire? Si on est dans le cas d'un fork comme ici, et comment les attesteurs savent quelle chaîne est la bonne? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la fork choice rule. Et donc, on a expliqué avant que dans le cas de Bitcoin, eux, ce qu'ils utilisent quand il y a un fork, c'est la règle de la chaîne la plus longue. Donc, ils vont prendre la règle de la chaîne la plus longue et celui qui devra proposer un bloc proposera sur cette chaîne. Et c'est comme ça qu'on sait que la chaîne la plus longue, ce sera toujours celle qu'il faut choisir et tout ça. Et en l'occurrence, dans le cas d'Ethereum, c'est différent. C'est différent et on va utiliser des justifications et finalisations que donc je dois vous définir avant de vous expliquer comment fonctionne la fork choice rule pour que vous la compreniez. Donc là, c'est le dernier bloc qui va structurer un peu comment fonctionne la blockchain, ce sont les checkpoints. Donc les checkpoints, c'est juste une paire bloc-époque. Pour chaque époque, on définit on appelle checkpoint le premier bloc avec le numéro de cette époque. Par la suite, on représentera ça comme ça. Et ces checkpoints, ils peuvent avoir trois états différents. Celui basique de checkpoint, celui de justifier et celui de finaliser. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Comment on justifie un checkpoint et qu'est-ce que ça veut dire? Durant une époque, on a vu que les validateurs vont faire des attestations. Et en fait, ces attestations, ça va correspondre à envoyer des votes pour un checkpoint particulier et dire qu'ils attestent de ce checkpoint. Donc durant toute une époque, on demande à tous les validateurs, selon eux, quel est le bon checkpoint. Ils font leur vote. Si on arrive à 2/3 des validateurs qui sont d'accord, le checkpoint devient justifié. Donc ici, je mets 2/3 du stake parce qu'en fait, les votes vont avoir un poids qui est lié au stake des validateurs. Mais on peut le comprendre juste en disant 2/3 des validateurs, c'est... Oui, très bien. Tout à fait. Donc c'est à chaque slot si je suis validateur, j'ai la possibilité d'envoyer une attestation lors d'un slot donné et lors des autres slots, je n'ai pas d'attestation à donner. C'est ça, exactement. On a une période de 12 secondes pour laquelle on est supposé envoyer notre attestation. Donc on peut l'envoyer en retard, mais il va y avoir des répercussions négatives pour notre stake. Donc en effet, on a ces périodes-là pour lesquelles on doit envoyer le stake. Donc ça veut dire qu'il y a possiblement sur un slot plein de validateurs et puis sur d'autres peu. Ça pourrait, mais en l'occurrence, l'attribution des slots est faite de sorte que à chaque slot, il y a un 32e des validateurs qui doivent envoyer leur vote. Ah, il y a quand même ça. Oui, voilà. Donc ça veut dire que ce qu'on fait, c'est que durant une époque, on veut l'avis de tout le monde, mais on veut recevoir les informations de manière, enfin pas avoir de pic où tout le monde envoie tout au début. C'est bien réparti. Exactement. La répartition est bien faite, où on prend seulement un 32e à chaque fois. Voilà, donc on représente comme ça les checkpoints justifiés. Donc là, c'est une manière compliquée de dire juste que quand on a 2 checkpoints justifiés consécutifs, le premier est finalisé. Il y a d'autres cas particuliers, mais qui en l'occurrence ne vont pas rentrer en compte dans notre analyse, parce qu'en l'occurrence, ils ne sont jamais arrivés dans la chaîne, et nous non plus, ils n'arrivent pas dans nos scénarios. Je reviens à ma question. Oui. C'est 1/32e ou 1 divisé la pondération par rapport au nombre d'Ethereum que j'ai mis comme stake? Bonne question, très bonne question, et en fait, c'est 1/32e. 1/32e des validateurs. Est-ce que ça peut être une menace, donc, avoir quelqu'un qui a une concentration énorme posée comme stake? Alors, une raison pour laquelle c'est pas une menace, c'est que c'est pas possible d'avoir plus de 32 Ethers. Même si on gagne des récompenses et que effectivement notre stake grossit, le protocole ne considérera jamais qu'on a plus que 32 Ethers.
Et donc ça ne pourra pas augmenter notre puissance de vote, entre guillemets. Exactement. Exactement. Donc voilà, 2 blocs consécutifs justifiés et le premier devient finalisé. Donc là, je vous montre juste un cas où il n'y a pas de finalisation. C'est si on justifie 2 blocs et qui ne sont pas consécutifs, il n'y a pas de finalisation. C'est tout. Et qu'est-ce que c'est que la finalisation en pratique? Donc, quand on va finaliser un checkpoint, tous les blocs menant à ce checkpoint vont être finalisés. Et un bloc qui est finalisé, ça veut dire qu'il ne peut pas être révoqué de la chaîne. Ça veut dire qu'on ne peut plus l'enlever de la chaîne, il est finalisé, c'est par définition. Et donc les transactions qui seront dans ce bloc seront incorporées toujours dans la blockchain à partir de ce moment-là. Et donc en fait, c'est l'objectif des blockchains. En général, c'est d'avoir que des blocs finalisés. Comme ça, on est sûr que chacune des transactions inscrites restera valide pour toujours. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir des blocs qui partent et qui reviennent et de ne pas être au courant de l'état. Donc l'objectif, c'est d'avoir que des blocs finalisés. Mais pour que ça soit rapide, du coup, il y a besoin de passer par ces étapes de justification. Pour que ça soit rapide, si on voulait essayer de finaliser tous les nouveaux blocs, il faudrait demander à chaque bloc l'avis de tout le monde pour dire est-ce qu'on l'accepte. Et cette manière de fonctionner par époque, c'est pour en finaliser plein d'un coup et donc aller plus vite sur la finalisation. Justifier, ça veut dire qu'il y a 2 tiers des validateurs qui disent « Ok, ce checkpoint-là, il est bon. On valide celui-là. » Si 2 tiers sont d'accord pour ça, ce checkpoint devient justifié. Il change de statut dans la chaîne. Et une fois qu'on a 2 checkpoints d'affilée pour lesquels il y a eu ce mécanisme-là, ce système de vote où 2 tiers sont d'accord, le précédent va être finalisé. Donc voilà la finalisation. Ouais. Exactement. Exactement. Même si A est finalisé, on pourrait avoir ici un B' qui serait lié à, qui pointerait sur A, mais mais donc qui serait un fork en effet. Mais ce qui compte, c'est que tout ce qui est finalisé, il n'y a pas de fork dans cette partie-là. C'est-à-dire qu'on est dans un réseau, c'est-à-dire que vous allez avoir des serveurs qui vont finaliser qui vont mettre le B et d'autres serveurs qui vont mettre un B'. Alors tout le monde, enfin il y a au moins 2 tiers des personnes qui vont finaliser A. Et la question c'était comment ils vont faire pour si jamais il y a un fork. J'imagine qu'il y a quelques milliers de serveurs qui vont distribuer. Donc à un moment je vais mettre B et quelques dixièmes de seconde après je vais mettre un B'. D'autres personnes vont valider un B'. Mais celui qui valide le B', il sait qu'il fait un fork. Qu'est-ce qu'on dit? Oui, bonne question. Et en fait c'est ce que je vais montrer juste après là. J'en parle à faire parce qu'en fait ça va être une partie de l'étude. Justement, c'est trop résolution des forks et pourquoi en fait ce système peut poser problème. C'est démontré en fait, c'est ça. Donc effectivement qu'un bloc finalisé ne peut pas être révoqué. Ça c'est en fait effectivement que j'ai lu. Oui, tout à fait. Et oui, ça l'est. Ça l'est si jamais on fait l'hypothèse que l'ensemble des validateurs restent statiques. Si jamais il n'y a pas des validateurs qui partent et qui bougent pendant qu'on fait ces étapes-là, oui, en effet, c'est prouvé. Et on le prouve justement dans le papier que, en effet, cette propriété qui va s'appeler la safety, je vais revenir dessus après, mais le fait qu'on ne puisse pas avoir des blocs finalisés qui sont concurrents, en conflit, entre guillemets, ça, c'est une propriété qu'on a prouvée pour ça. Donc, toutes ces explications sur la finalisation et justification, c'était pour vous parler de la fork-choice rule d'Ethereum. Donc la règle qui va déterminer quelle chaîne est la correcte, celle sur laquelle on doit construire. Et en l'occurrence, celle d'Ethereum fonctionne ainsi, c'est qu'on va considérer correcte la chaîne qui est le checkpoint justifié avec l'époque la plus élevée. Donc dans le cas 1, où on voit ici que ce checkpoint est justifié, ça sera la chaîne de droite. Et inversement, dans le cas 2, le checkpoint justifié avec l'époque la plus élevée, ça sera la chaîne de gauche, donc on devra se mettre à gauche. Quand on est honnête, c'est là qu'on devra construire, et c'est cette chaîne qu'on considérera la bonne. Donc nous juste, on donne le terme de candidate chain pour cette chaîne-là, celle qui est jugée comme celle sur laquelle il faut construire.
parce que notamment c'est la chaîne candidate pour devenir la prochaine chaîne finalisée. Elle peut bouger, donc c'est une chaîne candidate, mais on espère que c'est elle qui va devenir la chaîne finalisée. Voilà, donc là on a vu le fonctionnement du protocole. Donc là je vous ai expliqué tout le protocole, comment il fonctionnait. Après je reviendrai sur les incentives, les motivations financières, mais on a vu tout le fonctionnement, la structure du protocole. Donc maintenant on va s'intéresser à la première des deux propriétés qui vont nous intéresser. Donc les deux propriétés, ça va être la liveness et la safety. Et qu'est-ce que c'est que la liveness ? On va dire qu'une blockchain, elle est live si jamais la suite de blocs finalisés ne s'arrête jamais. Il n'y a aucun moment où ça devient impossible de rajouter de nouveaux blocs finalisés. Tant qu'il y a une possibilité dans le temps où finalement on va réussir à rajouter un nouveau bloc finalisé, la blockchain est live. Désolé, ça c'est important pour l'attaque. Est-ce que tu peux revenir dans deux slides, dans les deux chaînes en fait? Voilà. À droite donc, il se trouve celle à gauche qui était validée grâce au travail des gens honnêtes, disons. Mais Oui. à droite par contre, on va choisir une chaîne dont la chaîne, disons le bloc de départ est finalisé grâce au travail des gens honnêtes à droite, mais qu'ils ont laissé tomber, ça devient orphelin, disons. Et du coup, des gens potentiellement malhonnêtes à gauche, ils ont fait suivre une branche qui après va être validée. Ça, c'est un peu la situation bizarre. Oui, oui, oui. Et en effet, et en fait, ici on a eu besoin de 2 tiers de vote, du coup pour avoir ce checkpoint justifié. Et ici aussi. Et donc 2 tiers et 2 tiers, ça fait plus de 1. Et donc ça veut dire qu'il y a des gens qui, au moment où on fait ce vote ici, qui ont fait aussi ce vote-là. Mais potentiellement, le bloc à gauche, Ouais. milieu, ça pourrait être validé par quelqu'un qui n'est pas Oui, honnête. oui, tout à fait. Ça pourrait. Quelqu'un qui n'a pas vu ce qui s'est passé. Par exemple, j'achète une Ferrari dans le bloc de droite, ce bloc n'est pas validé parce qu'après on va prendre le nôtre. Qu'est-ce que je fais avec mon argent? Bonne question. Et en fait, c'est pour ça qu'il y a ce paradigme des blocs finalisés. C'est pour résoudre ce genre de problème qu'on appelle le double spending. Sur une chaîne, je ferai une transaction, sur une autre chaîne, je ferai une autre transaction. Et je pourrais acheter 2 choses en même temps. Au final, il n'y en a qu'une des deux qui va être validée. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour donner la Ferrari à quelqu'un qui achète en utilisant la blockchain, on va attendre que cette transaction soit inscrite dans un bloc finalisé. Et donc, tous les blocs qui continuent après, même si ça continue pendant longtemps, on n'a jamais la certitude que ces blocs soient finalisés. Et donc, on va attendre avant de donner la Ferrari. En pratique, on attend juste la justification de 2 époques. Donc, c'est environ 12 minutes. Mais théoriquement, on pourrait attendre très longtemps. Et c'est ce que je vais montrer en fait. Qu'on peut attendre très longtemps. Là, vous posez un truc très intéressant parce que c'est un mécanisme de crypto-monnaie qu'on ne rencontre pas dans les monnaies habituelles et qui serait utile de rencontrer contre la fraude. Par exemple, moi, quand j'ai une carte à paiement différé et que je détecte une fraude, on m'impose que le paiement soit débité avant. Je devrais avoir le droit de faire ça. Ce mécanisme-là, il faudrait pouvoir l'exporter contre la fraude dans des cartes à paiement différé et que les cartes soient systématiquement à paiement différé, disons de 2 semaines, un truc comme ça. C'est un mécanisme à exporter, ça. Voilà. Indépendamment de ce qu'on fait dans la blockchain. Oui, c'est vrai. Mais sauf que en l'occurrence, dans la blockchain, on demande à plus de 2 tiers des participants de se mettre d'accord. Et par exemple, dans les cartes bancaires, il faut juste que l'autorité centrale qui est la banque dise ah ben non, cette transaction, elle n'est pas frauduleuse, moi j'ai rien vu, pour moi elle est OK, donc je vous rends pas votre argent. Ça pose des problèmes aussi. Ça pose aussi des problèmes de responsabilité du commerçant de faire vendre à n'importe qui, des choses comme ça. Oui, oui. Mais je pense que ce mécanisme, il faudrait qu'on fasse indépendamment de ce qu'on pense des crypto-monnaies, il faudrait en faire une espèce de publicité pour l'exporter contre la fraude financière. Oui, et oui, oui. Je suis d'accord. C'est un problème, hein, parce que quand je vois ici le nombre de papiers qui sont faits sur les protocoles, je me dis que si on commence à l'exporter, il y a une discipline qui s'appelle l'ingénierie de la sécurité. Vous mettez un groupe de travail, en 3 ans, ils vous font quelque chose aussi, mais ça prendra un peu de temps. Oui, je suis d'accord. Et ben, Cyril, on le croit. donc je vous parlais de la propriété de liveness. Le fait qu'on n'a pas envie qu'au bout d'un moment, on puisse plus rajouter des nouveaux blocs finalisés, notamment parce qu'on aurait ce problème de ne plus pouvoir faire confiance à des transactions dorénavant.
Donc on veut avoir cette propriété de liveness. Et nous, on montre que la liveness, elle est probabiliste. Donc comment on montre ça? Donc là, je vais vous montrer la partie qui est peut-être la plus compliquée, qui s'appelle la bouncing attack. Donc voilà le scénario dans lequel on est. On commence avec ce schéma de départ dans lequel il y a un fork. Dans ce schéma, on a 10 validateurs, et parmi lesquels 3 vont être byzantins. Donc pour simplification, on va prendre que le stake de chacun des validateurs est 1. Comme ça nous permet de représenter à l'intérieur des checkpoints le nombre de personnes qui ont voté pour ce checkpoint, et en l'occurrence, ce sera aussi leur stake. Et donc c'est pour ça que quand on a 7 personnes qui ont voté pour un checkpoint, ça veut dire qu'il y a plus de 2/3 des gens qui ont voté pour ce checkpoint, et donc il est au minimum justifié. Et là on voit qu'il y en a 2 justifiés consécutifs, donc le premier devient finalisé. Une chose aussi à remarquer, donc, c'est que le checkpoint justifié avec la plus haute époque est sur la chaîne de droite ici. Donc la candidate chain, c'est celle de droite. Quelqu'un de honnête va donc construire sur la chaîne de droite et valider cette chaîne de droite. Et dernière chose qu'il faut noter et qu'il faut savoir, c'est que pendant cette dernière époque, ici, là, sur les 2 checkpoints, il n'y a eu que 7 votes en tout. Et c'est parce que les 3 byzantins n'ont pas encore voté. Donc voilà, et ils vont réutiliser leur vote plus tard, et c'est pour ça que c'est important de noter. Donc la deuxième étape de cette attaque, ça va être juste les validateurs honnêtes continuent. Ils continuent, ça y est, on est une nouvelle époque, ils commencent à voter pour un nouveau checkpoint. En l'occurrence, on arrive à un moment où ce checkpoint reçoit au moins 4 des votes des validateurs honnêtes. Et c'est à ce moment précis que les Byzantins choisissent cette opportunité pour envoyer les 3 votes qu'ils avaient retenus précédemment. Et ils avaient retenu à l'époque précédente, et donc ils le relâchent. Et donc ils le relâchent sur cette chaîne qui n'est pas censée être la candidate chain. Et ils en relâchent assez pour que ça justifie ce bloc. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? On change de chaîne de candidate chain, puisque le nouveau bloc justifié avec la plus haute époque est maintenant sur la chaîne de gauche. Donc en relâchant plus tard leur vote comme ça, ils ont réussi à changer la candidate chain. Donc maintenant, les honnêtes validateurs honnêtes, ils doivent continuer de voter. Donc il en reste 3 qui n'ont pas encore voté. Et ben, ils voient ce changement-là, donc ils doivent suivre leur fork choice rule, et donc ils votent sur cette branche de gauche. Et les vieilles transactions de la blanche de droite, elles sont translatées ou pas à un moment? Alors les transactions peuvent être à droite ou à gauche, peu importe. Parce qu'éventuellement, à la fin, on ne finira par choisir qu'une seule des 2 branches. Vous choisissez une seule des branches, et les transactions qui n'ont pas été déportées dans la branche, est-ce qu'elles sont redéportées? Est-ce qu'il y a un algorithme de déportation, de translation des transactions? Oui, tout à fait. Donc ça fera les transactions qui ne sont pas incluses dans les blocs, elles vont faire partie de ce qu'on appelle la même pool. C'est un ensemble de transactions qui attendent d'être incluses dans des blocs. Et donc pour la chaîne de gauche, ça fera toujours partie de ces transactions qu'il faudra inclure prochainement. C'est ça, et sauf que cette pile n'est pas la même pour les 2 chaînes en fait. Et donc il y en a qui l'enlèvent d'un côté mais pas de l'autre. Mais en soi, c'est pas si important, parce qu'au final, même s'il y a des transactions en conflictuelles, entre guillemets, bah, on va finir par choisir qu'une des 2 chaînes. Mais, pardon. Oui. Mon problème, c'est pas qu'on choisisse une chaîne, mon problème, c'est qu'une transaction, quand elle est réalisée, elle est bien finalisée dans la chaîne qui a été choisie. Oui, tout à fait. Mais cette finalisation n'aura pas de transaction en conflit, du coup. On va finaliser une seule des 2 chaînes, et il n'y aura pas plusieurs fois la même transaction sur la même chaîne. Il faut que pour que ça puisse être possible, il faut que les Byzantins puissent faire un tiers groupé de vote. Et il faut qu'ils aient la possibilité massivement de faire bouger le vote, l'étape 2. Tout à fait, ouais. Et ça, mais justement, et ça c'est ça qui rend l'attaque probabiliste en fait. C'est que pour pouvoir déployer cet ensemble de 3 votes, ça va se réaliser en publiant un bloc sur la chaîne de gauche en fait. Oui, il faut qu'il. C'est-à-dire que, a priori, selon le protocole, donc d'après ce que tu as expliqué, on a chaque validateur, on est choisi pour voter à un moment donné, mais il faut que tous aient la possibilité de voter au même moment pour un même bloc,
faire basculer la chaîne. C'est pas évident a priori, quoi. Non, c'est pas évident a priori. Et alors, par contre, ils ne votent pas tous au même moment. Justement, c'est pour ça aussi, c'est sur ça aussi que je vous l'attaque. C'est que les gens votent durant une époque. Donc, il y a 6 minutes pendant lesquelles on va petit à petit recevoir des votes. Et donc, les Byzantins vont attendre le moment opportun pour relâcher leur vote et pour que la suite de l'époque, les gens aient une vision différente de la première partie de l'époque. On peut voter pendant toute l'époque. On a toute l'époque pour voter. C'est ça, pendant toute l'époque. Donc, durant une époque, il y a 32 slots. Et pour chacun des slots, on va avoir des gens qui vont voter. Certes, mais on a jusqu'à la fin de l'époque pour voter. Oui, ouais, tout à fait. Attends, je reformule la question. Et ça revient au résultat théorique d'un tiers. Hmm. Y compris le raisonnement. Ok. Mais c'est worst case scenario. Parce que là, sous-entendu, on suppose qu'il y a la possibilité qu'il y ait de la coopération, en fait, parmi les Byzantins. Ah, tout à fait. Et oui, oui. Oui, c'est vrai. Et c'est quelque chose qui est souvent, en fait, je ne l'ai pas mis dans les hypothèses, mais en effet, souvent on considère que c'est un super validateur, entre guillemets, un super agent qui contrôle de manière totale tous ces validateurs qui seraient des Byzantins. Et donc il choisit à tel moment, tu dis toi t'envoies ça, et eux sont en connexion immédiate entre eux. Donc tout à fait, c'est une hypothèse très forte. Ouais. Le vote validateur, c'est algorithmique, ça. C'est des gens qui proposent, c'est une machine, c'est totalement algorithmique. Il n'y a pas toutes les 6 secondes quelqu'un qui appuie sur le bouton en disant c'est ça que je fais. Oui, tout à fait. À quel point c'est réaliste d'imaginer le super gros acteur malfaisant, dans le sens où on sait qu'il y a aujourd'hui de gros infrastructure providers qui run des milliers de validateurs en fait pour le compte de tiers. Très bonne question. Et en fait, c'est vrai que c'est dur de s'imaginer que il pourrait arriver à un tiers comme ça de Byzantins, d'agents malveillants, mais cette proportion de un tiers d'agents qui seraient contrôlés par une seule et même personne, c'est presque un peu le cas de Lido en fait. Lido, donc, qui fait un peu du delegated staking, il possède environ bientôt proche d'un tiers du stake des validateurs. Et donc eux, si jamais ils n'ont pas le même protocole que tout le monde, enfin si jamais il y a un bug dans comment ils choisissent leur fork choice rule par exemple, on pourrait arriver à un cas où on a un problème comme ça. Alors un problème comme ça en l'occurrence, c'est vrai que les agents doivent être volontairement malveillants pour que ça puisse arriver. Et là c'est vraiment juste un cas théorique du worst case scénario. Mais voilà. Est-ce qu'on pourrait imaginer un cas où l'IDO, du coup, en plus de faire ça, censure des opérations qui leur sont pas profitables? Tout à fait, oui. Et ça c'est considéré, il y a des analyses là-dessus. Nous en l'occurrence on ne s'intéresse pas aux transactions qui sont faites entre utilisateurs de la blockchain, mais c'est vrai qu'ils pourraient même ne pas considérer des votes. Et l'hypothèse, c'est qu'il faut qu'il soit moins d'un tiers, du coup. Et c'est pour ça. Et donc là, on arrive à la fin de notre attaque, puisque donc les Byzantins relâchent leur vote. Finalement, les validateurs honnêtes continuent sur la chaîne de gauche. Donc à la fin de l'époque, on a bien les 7 validateurs honnêtes qui ont voté. Et ce qu'on se rend compte, c'est qu'entre l'étape 1 et l'étape 3, on a réussi à retrouver le même schéma. C'est le miroir de précédemment. Et donc on a réussi à se mettre dans une situation dans laquelle on peut recommencer l'attaque. Et donc l'attaque peut continuer de manière indéfinie, comme ça, où les Byzantins vont faire rebondir les validateurs honnêtes d'une chaîne à l'autre en relâchant leur vote au moment opportun. Et donc, vu qu'à chaque fois on va justifier un bloc sur 2, à chaque fois ça va être d'abord ce bloc, puis 7, et tout ça. Et donc ça va alterner comme ça en quinconce. Il n'y aura plus de finalisation. Et donc ça veut dire qu'on n'a pas la liveness, si ce n'était pour le fait que pour envoyer ces plus 3 votes ici, il y a besoin que les Byzantins soient proposeurs. Et le fait d'être proposeur, en fait, c'est probabiliste. Donc voilà, ça c'était la bouncing attack. C'est quand même donc un cas où, parmi les honnêtes, il était quand même a priori un peu divisés eux-mêmes, puisqu'il y avait déjà un 4-3 parmi les honnêtes. Exactement. Oui, donc ça c'est... Il faut déjà parvenir à ça. Voilà, c'est ça. C'est vrai qu'il faut avoir ces conditions initiales. Cette première étape, en fait, elle est cruciale pour l'attaque. Et c'est pas évident comment on arrive à cette attaque. Mais du coup, on suppose que cela arrive pendant la période asynchrone. À partir de ça, on peut être dans la période synchrone et les Dès qu'on a ça, c'est bon, on peut attaquer. Voilà. Une fois comme ça, c'est bon. La probabilité pour avoir ça. Voilà. Nous, on a regardé la probabilité de continuer l'attaque. Il faudrait prendre en compte, en effet, cette probabilité-là. Et ça, c'est quelque chose qui nous reste encore à regarder. Du coup, qu'est-ce qui se passe après ça? C'est-à-dire qu'on doit forcément choisir droite ou gauche, mais on a une espèce de chaîne canonique qui peut se dessiner
Entre les deux, une sorte de serpent. Non, en fait, là, ce qui va se passer, c'est que les validateurs honnêtes, ils vont alterner. Une époque sur deux, ils vont bouger, ils vont se dire, ok, en fait, c'était l'autre côté sur lequel je devais être, et ça va continuer comme ça de manière indéfinie. Et c'est pour ça que ça s'appelle la bouncing attack, c'est comme ça, ils vont rebondir d'un côté depuis l'autre. À chaque fois, ils vont considérer que la chaîne sur laquelle ils sont, c'est la chaîne correcte, la chaîne candidate, mais sans finalement réussir à finaliser et donc en déterminer laquelle devrait être la bonne pour de vrai. Donc voilà, j'espère que pour l'instant ça reste compréhensible, mais il y a plein d'infos. Et je vais finir avec les incentives, donc les motivations financières pour les validateurs. Donc j'ai parlé un peu des rewards pour les block proposers et pour les attestations. Et en fait, on va s'intéresser aussi beaucoup aux penalties, donc ce qui permet d'enlever du stake aux validateurs selon les différentes actions qu'ils font. Donc il y a 3 types de penalties. Le slashing, qui peut être quand un validateur enfreint une règle du protocole. Donc par exemple la double proposition. Si on voit quelqu'un qui propose 2 blocs au moment où il était censé en proposer qu'un et qui sont différents, on va dire on a une preuve que tu as fait une bêtise. Voilà, maintenant tu vas subir les conséquences qui sont l'éjection de l'ensemble des validateurs et la perte d'une partie de leur stake. Ensuite, il y a les attestations penalties. Donc, je l'ai peut-être mentionné brièvement, mais donc, quand on va envoyer ces attestations, on va attester pour un checkpoint. On va être pénalisé si jamais on a finalement voté pour un checkpoint qui était le mauvais, ou qu'on a voté en retard, ou qu'on n'a pas envoyé d'attestation du tout. Et dernièrement, ce qui nous intéresse beaucoup aussi, c'est les activités penalties, qui sont les activités qu'on va avoir durant l'inactivity leak, ce que je vais expliquer par la suite. Donc là, c'est juste, on ne va pas parler de ça parce qu'elles sont très faibles. Je vous présente ici qu'est-ce que sont que les attestations penalties. Donc là, j'ai pris les rewards d'un validateur au hasard. On voit qu'il gagne à peu près 10 000 gwei par époque. Donc, pour référence, un Ether, c'est 10 puissance 9 gwei. Et donc là, voilà, il gagne 10 000 gwei par époque. Et il y a un endroit où il a mal fait son attestation. Et donc, dans ce cas-là, il a perdu 2000 gwei. Donc 2000 gwei, comme estimation, ça correspond à 0,5 cents. Donc c'est vraiment pas grand-chose. Et donc on va pas s'intéresser à celle-là. Alors je sais pas combien de temps il me reste. Ok. Moi, je vous donne du coup les informations principales là-dessus et sur qu'est-ce que c'est qu'une activity leak en fait. Et nous, ce qui nous intéressait. Ok. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une activity leak? Ça va être dans le cas où on n'arrive pas à finaliser pendant 4 époques, l'inactivity leak va commencer. Et en fait, il porte ce nom-là parce que l'objectif, ça va être d'éroder le stake des validateurs inactifs pour retrouver cette majorité de 2 tiers d'actifs qui vont pouvoir de nouveau voter et de nouveau faire des justifications en finalisation. Et ce scénario-là d'inactivity leak, ce mécanisme, il a eu lieu cette année en mai, où on a eu 9 époques d'affilée pendant lesquelles il n'y a pas eu de finalisation. Et pendant ce temps-là, du coup, quand on n'avait pas de finalisation, on a pénalisé les gens qu'on considérait comme inactifs. Donc qu'est-ce que c'est qu'être inactif? C'est le fait de soit pas voter, d'être effectivement inactif, ou de voter pour la mauvaise chaîne. Donc là, je montre un exemple avec un fork où même si un validateur I est actif sur la chaîne de droite, et ben sur la chaîne de gauche, il aurait été considéré comme inactif pendant 2 époques, puisqu'il a voté pour les mauvais checkpoints. Donc on va pénaliser les validateurs en fonction de s'ils sont inactifs ou non, avec quelque chose qu'on appelle l'inactivity score. L'inactivity score, c'est un score qui va augmenter si jamais le validateur est inactif. Donc plus il est inactif, plus son score augmente. Et en l'occurrence, à chaque époque où il est inactif, son score augmente de plus 4, et à chaque époque où il est actif, il diminue de 1. Et bien sûr, c'est borné par 0. En utilisant cette inactivité... Oui, pardon. Ouais. Ouais.
très bonne question. Et en fait, c'est les travaux là qu'on a fait récemment. Et c'était montrer comment, quand on prend cette attaque plus ces pénalités du fait d'être inactif, parce qu'en effet, elles vont avoir lieu dans le cas de l'attaque, parce que on l'a vu ici. En fait, là, on ne finalise plus l'objectif. Et donc, on va rentrer dans l'inactivity leak. Et donc, il y aura des pénalités liées à l'inactivité. Inactivité qui est en fait subjective, puisque d'un autre côté, on pourrait être considéré comme actif. Non, mais en fait, je sais pas d'où il. Parfois, il y a des choix un peu arbitraires comme ça sur les pénalités. Et en l'occurrence, c'est ça. Non, non, c'est assez aléatoire. L'objectif, c'est de ne pas trop pénaliser au début, parce qu'au début, si l'activité ne dure pas longtemps, on n'a pas envie de pénaliser à tort quelqu'un. Oui, après, je montre justement, je vais montrer comment utiliser cette équation pour connaître une équation du stake. Mais ce de puissance 26, moi, je ne sais pas honnêtement d'où il vient. J'ai essayé de regarder, mais pour moi, c'est assez arbitraire. Et donc voilà, on a une évolution au cours du temps du stake d'un validateur, puisqu'on connaît son stake initial, et en fonction de son inactivité, son stake va varier plus ou moins. Et donc on voit que quelqu'un qui aurait un inactivité score de 0, il aurait juste un stake constant en fait. Donc si on fait tout bien, et ben au mieux on ne perd pas d'argent. Et ça, donc là c'est la deuxième propriété par laquelle on est intéressé, c'est la safety. Et on a parlé tout à l'heure, c'est le fait de ne pas avoir deux blocs finalisés en conflit, de ne pas avoir un fork dans la chaîne finalisée. Et là, intuitivement, on se dit, mais on vient de voir un cas où d'un côté on pénalise des validateurs s'il y a un fork et de l'autre côté non. Possiblement ça va poser un problème pour la safety, et c'est ce qu'on va voir, en effet ça pose problème. Donc pour voir que ça pose problème, on va prendre un scénario très basique, et c'est le dernier scénario qu'on va voir, après je vais m'arrêter là. Donc on va prendre un scénario où il y a deux types de validateurs, ceux qui sont tout le temps actifs et ceux qui sont tout le temps inactifs. Donc il y en a un qui sont tout le temps d'un côté de la chaîne par exemple, et d'autres actifs de l'autre côté. Donc d'un côté on va considérer certains comme actifs et de l'autre comme inactifs. On peut imaginer ça comme par exemple s'il y avait un problème de communication entre l'Europe et les États-Unis, où à l'intérieur des États-Unis ils peuvent communiquer entre eux, mais ils n'arrivent pas à communiquer avec la France et avec l'Europe, et inversement, l'Europe n'arrive pas à communiquer avec les États-Unis, mais arrive à communiquer intra-Europe. Dans ce cas-là, on aurait un fork qui va se créer où il y aurait seulement des honnêtes, mais il y a une partition. Donc ça c'est pendant la période asynchrone. Pardon. Donc si on a ces deux types d'acteurs, de validateurs, actifs et inactifs, ceux qui sont actifs, ils ont juste un inactivité score qui reste à 0. Et ceux qui sont inactifs, eux, ça augmente de plus 4 tous les époques, donc 4t. Donc en exprimant le stake comme une fonction continue et dérivable, on trouve cette équation différentielle. Et donc quand on la résout, on part du coup avec l'hypothèse qu'ils ont tous 32 Ethers initialement. On a ces deux stakes-là. Et voilà à quoi ça ressemble au cours du temps. C'est ça. Et donc 5000 époques, pour référence, c'est environ 3 semaines. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Donc ici, c'est logique. On a la droite en haut qui est le stake du validateur actif, qui reste du coup à 32 puisqu'il est tout le temps actif, il n'a pas de pénalité. Et on a le stake du validateur inactif qui lui diminue, comme la fonction E puissance moins t carré. Donc c'est censé faire un S inversé. Mais ici, il y a cette limite de 16 Ethers à partir de laquelle en fait, les validateurs sont éjectés de l'ensemble des validateurs. C'est Ethereum qui a décidé ça en se disant, si jamais quelqu'un qui commence avec 32 Ethers, puisqu'on est obligé de commencer avec 32 Ethers, arrive à ce stade de 16 Ethers, ça veut dire qu'il a reçu tellement de pénalités qu'en fait on le trouve trop détrimental pour le réseau, on n'en veut plus, on l'éjecte de notre ensemble de validateurs. Je sais pas exactement. Je sais qu'il y a eu plusieurs éjections, notamment de personnes qui essayaient de faire tourner des validateurs sur deux serveurs différents, pour s'assurer que si jamais un serveur se met en panne, ils n'aient pas de pénalité justement liée à l'inactivité. Mais sauf que du coup, ça leur est arrivé de produire deux blocs en même temps. Et en l'occurrence, comme les serveurs n'étaient pas au même endroit, les blocs étaient différents, ils n'avaient pas les mêmes transactions dedans.
Et donc on a considéré ça comme une slashing offense. Ils ont été slashés. On enlève beaucoup d'argent et on les éjecte du réseau. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a eu que des éjections dues au slashing. Donc au fait d'avoir performé une action qui était interdite par le protocole. Et donc il faut donner une preuve de ça, on envoie une preuve et donc la personne est éjectée. Il n'y a pas un mécanisme de margin code pour récupérer, disons, le 32. C'est juste éjecté. Ah non, c'est juste éjecté. Direct. Et donc voilà. Et donc là, ce que nous dit ce graphique, c'est que si on est dans un inactivity leak, et ben quelqu'un d'inactif, il mettra, donc c'est 4685 époques pour être éjecté. Donc environ 3 semaines, enfin un peu moins de 3 semaines. Voilà. Et donc, nous, on s'est intéressé donc à la safety, et on voulait savoir au bout de combien de temps finalement on va avoir ce problème de safety, puisqu'on enlève du stake d'un côté et de l'autre sur des validateurs différents, pour avoir de nouveau cette majorité de 2 tiers. Donc au bout de combien de temps on va récupérer cette majorité de 2 tiers. Donc pour ça, on regarde un scénario très simple avec donc ce que je vous disais, des honnêtes divisés en deux. D'un côté, il y en a qui sont actifs sur la chaîne rouge et de l'autre, ils vont être actifs sur la chaîne de gauche, donc la chaîne plutôt noire. Et donc, on va regarder la proportion P de validateurs actifs au cours du temps. Et quand cette proportion P devient supérieure à 2 tiers, ils peuvent de nouveau faire des justifications et donc finaliser. Et donc on peut savoir à partir de quel moment, en fonction de la proportion de validateurs actifs, on va pouvoir de nouveau finaliser. Donc ça se traduit comme ça au cours du temps. On part avec P0, la proportion initiale de validateurs actifs au cours du temps, et on regarde comment ça évolue. Et donc voilà à quoi ça ressemblerait. Donc pour différentes valeurs de P0, voilà, donc la ligne rouge ici, c'est la limite des 2 tiers. Quand on dépasse cette limite de 2 tiers, ça veut dire qu'on est de nouveau 2 tiers d'actifs, on peut de nouveau finaliser. Le saut, la discontinuité ici, c'est le fait que en fait, tous les gens inactifs sont expulsés, puisque c'est l'éjection que je vous ai montré précédemment. Donc celle-ci, donc à 4685 époques, les gens inactifs sont expulsés. Et donc ici, ça se traduit par la proportion d'actifs qui passe à 1. Et donc ce que nous dit ce graphique, c'est que à la 4685e époque, les chaînes qui seront en dessous d'environ, où il y aura une proportion initiale de 50% au moins de validateurs actifs, vont toutes finaliser. Et donc vu que nous on s'intéresse au moment où 2 chaînes différentes vont finaliser, on va regarder celle qui finalise en dernier. Celle qui finalise en dernier, en l'occurrence, elle aura au maximum 50% de gens actifs au départ. Et donc, on peut en conclure que la finalisation va apparaître à l'époque T égale 4685. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y aura la safety qui sera cassée. Donc voilà ce que ça nous dit. Et c'est tout. Donc là, on montre avec l'inactivity leak que finalement, il y a un problème. Finalement, cette finalisation qu'on pensait être salvatrice pour savoir quelle transaction est finale et ne peut plus être modifiée, maintenant, on peut avoir 2 blocs finalisés concurrents avec pas les mêmes transactions. Et donc ça poserait problème. Voilà. Donc là, c'est la formule pour trouver la valeur T à partir de laquelle on dépasse 2 tiers. Là, je saute ça, c'est juste pour dire. Donc, c'est juste pour dire que si on rajoute des byzantins dans ce scénario, ça cause plus de problèmes. Ils arrivent à accélérer le temps de finalisation s'ils sont actifs des 2 côtés. Et en fait, plus ils sont proches de 1 tiers même, et plus on va se rapprocher d'une finalisation qui arrive sur 2 chaînes différentes après peu d'époques. Donc là, on voit que si on a 0,33% de byzantins au départ, il suffit de 502 époques pour finaliser de 2 côtés. Voilà, en conclusion, je pense que vous avez vu que Ethereum est un protocole très complexe. Et donc il a besoin de cette formalisation, de ce travail de définir les propriétés et pour pouvoir l'analyser et voir si les propriétés qu'il énonce, il les possède effectivement. Donc on a vu ensemble la probabilistic bouncing attack, une description succincte de l'inactivity leak, et que cette inactivity leak peut causer le protocole la perte de la safety. Et donc ça fait l'objet de travaux qu'on a soumis récemment. Et donc on rentre plus en détail dans différents cas, et notamment le cas qui a été mentionné plus fort avant, le fait de prendre en compte l'inactivity leak pendant la bouncing attack.
Et donc pour les travaux futurs, ce qu'on aimerait faire, ça serait prendre en compte des agents rationnels. Parce que pour l'instant, on n'a pris que des agents byzantins ou honnêtes. Mais comment réagirait, ça serait quoi la stratégie de quelqu'un qui essaye juste de maximiser son gain? Et plus globalement, une analyse théorie des jeux du protocole nous intéresse beaucoup. Bon, merci pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez étudié des protocoles qui... Attends. On a des questions? Est-ce que vous avez étudié des protocoles qui semblent résoudre ce problème-là justement de la bouncing attack, notamment, pour éviter les allers-retours et le fait que ça finalise jamais? Oui, alors il y a plein de protocoles qui sont les protocoles qui ont été mentionnés précédemment, c'est ceux committee-based proof of stake. Et eux, pour chaque bloc, ce qu'ils font, c'est qu'ils attendent que 2/3 des personnes soient d'accord avec ce bloc pour l'ajouter à la blockchain. Mais en fait, le problème pourquoi Ethereum n'a pas voulu faire ça initialement, c'est que si jamais on a plus d'1/3 de gens qui sont inactifs, du coup la blockchain s'arrête. Et donc eux, c'est un peu tout leur souci, c'est essayer d'arriver à avoir cette finalisation tout en essayant d'avoir des blocs tout le temps. Et ce paradigme-là, on essaye d'optimiser soit la liveness, donc d'avoir des nouveaux blocs finalisés, ou la safety. En fait, c'est un problème connu dans la littérature BFT qui dit qu'on ne peut pas avoir les deux. Dans période asynchrone, on peut en choisir qu'un des deux. Et donc, il faut juste faire son choix et accepter l'autre comme problème. Merci. Merci. D'abord, merci beaucoup pour cet exposé, et l'exposé de Diaconé également. Merci à vous deux d'être venus. Alors, en fait, sur la bouncing attack, dans votre article que j'ai parcouru, en fait, vous expliquez qu'il y avait eu une modification du protocole qui avait été proposé, mais que cette modification finalement n'empêchait pas réellement cette attaque. Alors, tu n'en as pas vraiment t'en as pas vraiment parlé là dans ton exposé, d'une part. Ouais, alors, donc premièrement, deuxièmement, où ça en est maintenant aujourd'hui, juste vraiment aujourd'hui, à l'heure qu'il est, quoi. Et puis troisièmement, il y a quand même une réflexion alors diverses réflexions. C'est franchement des choses qui m'intéressent parce qu'effectivement, comme tu l'as mentionné, les attaques dites de rétention de blocs, c'est effectivement des choses que j'ai regardées. Là, j'y vois une analogie comme une attaque de rétention de vote. Exactement, c'est ça. De manière analogue, quoi. Et puis, quand même, quelque chose qui me pique, moi qui ai surtout regardé Bitcoin, c'est lorsque tu dis que les blocs finalisés ne peuvent pas être révoqués à condition que les validateurs restent les mêmes au cours du temps. Mais ça, précisément, comme tu l'as dit aussi, on a le droit de partir, on peut partir, et donc il est illusoire de pouvoir compter sur sur le même ensemble de validateurs constants au cours du temps. Et donc ça remet aussi en question le fait que, en réalité, en pratique, cette hypothèse ne peut pas être valable, donc les blocs finalisés, a priori, pourraient être révoqués. Mais ça, c'est indépendant de la bouncing attack, c'est juste une réflexion générale. Je vais répondre du coup dans l'ordre inverse des questions. Alors, en fait, nous, initialement, on pensait que malgré la bouncing attack, il n'y aurait pas ce problème-là que vous avez mentionné, du fait que des gens partent et arrivent dans le réseau. Et en fait, c'est lié au fait que dans le protocole, il est indiqué que tant qu'on n'a pas des blocs finalisés qui assurent l'arrivée d'un nouveau validateur, ce validateur n'est pas effectivement, ne fait pas partie de l'ensemble des validateurs. Donc ça veut dire que tant qu'on n'a pas de nouveau finalisé, l'ensemble des validateurs n'est pas censé changer. Il n'y a pas de nouveau, il n'y en a pas qui partent. C'est comme ça dans le protocole, si ce n'était pour le fait qu'en fait on fait partir ceux qu'on juge inactifs. Et donc les transactions où il y en a qui envoient leurs 32 Ethers et qui espèrent être rajoutés dans la blockchain, il faut nécessairement que le bloc dans lequel la transaction soit inclus soit finalisé pour qu'il soit considéré par validateur comme les autres. Et donc à ce moment-là, c'est là qu'il n'y a pas ce problème entre guillemets des validateurs qui arrivent ou qui partent pendant qu'on n'a pas finalisé, parce que le protocole l'interdit. Mais ce problème revient parce qu'avec l'inactivity leak, finalement, on en expulse quand même. Et premièrement, alors oui, en effet, ici j'ai présenté une attaque
qui a été patché entre guillemets. Ils ont connaissance de cette attaque. Ils ont voulu réduire la probabilité que ça arrive. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont interdit les validateurs honnêtes de changer de chaîne au cours d'une époque après 8 slots. Donc la première partie de l'époque, vous avez le droit d'être un peu incertain sur de quel côté il faut se trouver, mais après on arrête. Et comme ça fait que les Byzantins ils peuvent pas proposer leur vote n'importe quand en fait. Et cette mitigation, c'est ce patch. Nous, ce qu'on montre dans l'article, c'est que finalement, en effet, ça réduit la probabilité que cette attaque survienne, mais ça ne l'empêche pas. Les validateurs, toujours en relâchant un bloc au bon moment, peuvent le relâcher de sorte à ce que certains le voient assez tôt et d'autres non, et soient quand même séparés en deux et plus le droit de bouger. Mais donc j'ai présenté la version entre guillemets plus simple parce que nous, du coup, ça complexifie encore un peu plus, et celle-là est déjà compliquée. Merci beaucoup. En fait, je reviens toujours aux mêmes questions. Et en fait, c'est intéressant que vous avez l'intention de l'approcher avec Game Theory, parce que je serais curieux de voir le résultat de la probabilité d'attaque paramétrée par rapport au niveau de coopération ou de communication interne parmi les Byzantins. Et donc, donner une distribution ou une fonction d'utilité ou même une règle comportementale aurait un impact sur leur décision finale et de se coopérer en fait. Et aussi, ouais, c'est la question qu'on se pose aussi, donc c'est des choses qu'on aimerait étudier. Ouais. Il y a d'autres questions? Oui. Je voudrais parler en anglais si... Sure, okay. yeah, go ahead. Okay. Coming back to the fundamental of the definition of the checkpoint, that we have a checkpoint which is based on 32 other blocks. What happens if we have that the last block is made by a Byzantine player, so that the block is still validated, but instead there are some pieces which are faulty or unfair? Yeah, so that's one of the problems that may arise due to this configuration, that at the end of the epoch, the last, or even at the beginning of the second epoch, the first block proposer could propose 2 blocks. And so how do you know which one to choose? In fact, you don't. And so it just creates 2 checkpoints, so checkpoint B and checkpoint B prime. And the goal is to eventually decide which one is the correct one. Okay, but no, I mean inside the epoch. We have an epoch which is validated, but inside it there are some wrong value, some wrong block. Okay, I see what you mean. So when you when you validate, when you finalize a checkpoint, all the blocks leading to that checkpoint are finalized. Yes, but if it's the 32th, the last one, who is going to check it? Okay. I wanted to come back. No, the thing is, since we have 2/3 of honest validators, so the majority of them is honest. So actually, you cannot have an invalid block that will be validated, because you need 2/3 of all the nodes to validate the blocks that you will add in the blockchain, right? To validate the block, we have to validate only the first one. No. Actually, you yes, here, for example, when you are, you see, you have different. This set of validators forms a partition of the whole validator set. So basically, when you're a validator here, you vote for the last block you saw, but you also vote for the checkpoint. Okay, so you may choose Exactly. Okay. Exactly. So that allows to avoid having invalid blocks that can be added. And in any case, if you see a checkpoint and the blocks before that checkpoint are invalid, you don't accept that checkpoint even. You can just accept another one that has only valid blocks. Okay. Yeah. Thank you. You're welcome. So I would say thank a lot once again for our very, very nice talks and for the speakers. And it's time to go there for the champagne that on a bien mérité. Donc merci à tout le monde. Merci à vous.